Eh ben, Tom Douchet, bienvenue Au cœur de la perf, le podcast des techniciens du sport. Donc, un podcast qu'on a monté avec Format Foot et Fabien et Bastien notamment. Donc, ravi de te recevoir ici, personnellement, mais aussi pour ce que tu vas pouvoir apporter au podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bah déjà, merci de l'invitation. C'est toujours sympa de pouvoir échanger sur tous ces sujets-là. Donc, comme tu l'as dit, Tom Douchet, j'ai 27 ans. Cette année, je travaille au Racing Club de Lens avec l'effectif professionnel, donc sur un poste un peu particulier de responsable recherche et développement et de préparateur physique adjoint Ouais. à d'autres préparateurs physiques. Donc ça, c'est mon rôle cette année. Et avant, je suis passé l'année dernière par le Paris FC au centre de formation en tant que responsable de la préparation physique, où j'ai fait 1 an. Et avant ça, j'ai fait 4 ans à Dijon, donc au DFCO, sur le centre de formation aussi, Mhm. où j'ai fait 3 ans en tant que responsable de la prépa physique. Et j'avais fait une première année avec les U19, où j'étais aussi en charge de la réathlétisation. Donc ça, c'est pour le côté foot. Et encore avant, j'ai été formé au centre d'expertise de la performance Gilles Ouais. Goretti à Dijon, parce que je suis dijonnais et j'ai été formé à la faculté de Dijon. Ouais. Et donc j'ai travaillé 1 an au CEP, où j'ai eu la chance de côtoyer des préparateurs physiques qui venaient de tout horizon, des sports différents. J'ai Ouais. bossé dans le hand, j'ai bossé avec du futsal, du rugby, foot féminin, que ce soit des sports collectifs, des sports individuels, des sportifs individuels qui venaient de sports collectifs, donc des problématiques différentes. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de me former sur plein d'outils de testing, plein d'outils de préparation physique et surtout d'échanger au quotidien avec plein de prépas, quoi. Et ça, c'était le début vraiment de l'aventure Ouais. en tant que préparateur physique à proprement parler, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais, super. Un gros parcours du coup animé par un peu cet aspect responsable performance quand même qui a guidé un peu toutes tes expériences. Le CEP bien sûr sur justement cette multidisciplinarité Ouais. qui est assez réputé là-dessus, donc super. Un gros sujet aujourd'hui qu'on va aborder, c'est t'es un ancien thésard du coup, tu as fait une Ouais. thèse, tu es maintenant docteur. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu le sujet? Ouais. L'envers du décor, le pourquoi, le comment, etc. Ouais, alors ma thèse, je l'ai fait en partenariat avec le DFCO. Donc, un contexte un peu particulier parce que moi, j'intègre le DFCO quand je suis en Master 2. Donc, je fais ma première année au centre de formation en étant étudiant. Ouais, Donc, je vais jamais en cours, évidemment, ouais, parce que j'ai un job à temps plein et que c'est compliqué. Donc, on connaît, ouais. ça, c'est l'aspect un peu Ouais, complexe. Mais le jour où j'ai mon premier entretien d'embauche, j'arrive devant le directeur du centre, Sébastien Degrange à l'époque, et je lui dis, voilà, moi, mon ambition, c'est de faire une thèse. ouais, Donc, c'est pas pour tout de suite, c'est dans 1 an, mais je veux que vous l'ayez en tête parce que je veux faire une thèse. Et la réponse à l'époque m'avait marqué parce qu'il m'avait dit tout simplement, bah non, ok. ça ne nous intéresse Ouais, pas, c'est trop compliqué, ça demande trop d'investissement d'un point de vue temporel, ouais, et on n'a pas envie de faire ça. ok. Donc j'étais un peu déçu, mais je me suis dit, bon, j'ai Ouais, un CDD d'1 an, ouais, j'ai 1 an pour prouver que ça peut le faire. ouais, Et c'est par chance ce qui s'est passé, parce qu'on a réussi à monter ce projet. Euh, et l'avantage étant que j'avais un financement qui m'était propre, c'est-à-dire que ce n'était pas une cifre. Je ouais, ne pouvais pas faire de cifre parce qu'il ne faut pas être employé dans la structure depuis plus de 9 mois au moment du début ok, de la thèse, donc je ne pouvais pas faire ce format-là. Donc c'est mon contrat de travail qui a fait office de financement pour la thèse, ok, ce qui fait que le labo m'a laissé faire ce que je voulais mhm, et j'ai pu choisir mon sujet. ok, Et ça, c'était important pour moi ouais, parce que sur cette première année de préparation physique dans un centre de formation, même si j'avais été joueur, même si j'avais été joueur à bon niveau, j'avais pas de notion de c'est quoi la préparation physique dans un mhm, centre de formation. Et donc du coup, je me suis servi de cette première année comme d'un laboratoire en me mhm, disant quelles sont les attentes qu'on a de moi, ouais, quel est mon job et quelles sont mes missions principales. Et bon, naturellement, mon directeur m'avait dit, nous, ce qu'on veut, c'est que nos joueurs, ils signent chez les pros. mhm, C'est ouais, l'objectif d'un centre de formation. Donc ça passe par développer les joueurs, mhm, que ce soit techniquement, tactiquement, mais aussi physiquement, ce bien qui va sûr, être mon domaine. ouais, Et ça passe aussi par, malgré tout, gagner des matchs. ouais, Parce qu'on a cette nécessité. On ne peut pas mettre de non, côté un aspect pour bien l'autre. sûr. On La est dans un centre de finalité, ça formation. reste le match.
Et donc, du coup, je me suis retrouvé très rapidement dans cette contrainte où je me suis dit, OK, je sais que pour développer des qualités, à un moment donné, il va falloir passer par des charges qui sont quand même significatives. Mm. Mais si je mets ces charges qui sont significatives, comment je vais faire pour continuer à être performant le week-end? Ouais. Donc, tout de suite, j'ai cette problématique en tête de planification. Ouais. Et la première étape, vu que je ne sais pas vraiment ce que je dois faire, et que le coach, chaque jour, me disait, on fait quoi demain? Ouais. Et juste cette petite question, elle me paraissait tellement difficile parce que de cette question super simple découle tellement de choses. Mhm. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Ouais, Qu'est-ce qu'on va faire bientôt? ouais. Quand est-ce qu'est la compétition? Dans quel état de forme sont mes joueurs? Et juste cette question toute bête, en fait, elle a une résonance énorme. Mhm. D'accord. Et donc, du coup, j'ai été voir des collègues, des amis. Bon, bah, toi, qu'est-ce que tu fais dans ton contexte? Ouais. Quelle est ta planif? Pourquoi tu le fais? J'ai été dans la littérature scientifique en regardant Ouais. qu'est-ce qui se fait chez les jeunes. Je Ouais. vois qu'il n'y a pas grand-chose. Non. Chez les pros. Et j'ai ce constat assez rapide que j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose. Ouais. Jeunes, pros, quel que soit le contexte. Et je me dis, il y a quelque chose à creuser parce que je comprends pas pourquoi. On me dit que chez les jeunes, il y a un objectif de développement. Mhm. On me dit que chez les pros, l'objectif, c'est la compétition, uniquement la compétition, mais on fait la même chose. Donc je comprends pas Ouais. cet aspect-là. Ouais. Et j'ai aussi ce moment où j'ai la discussion avec les coachs avec lesquels je travaille, qui me proposent, on va dire, des préceptes de la prépa physique que eux ont connus Mm. et qui, pour eux, doivent être conservés. Du style, à J-2, je dois avoir une séance très 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 légère. Ouais. Taureau, tennis ballon, Ouais. on arrête. Par contre, à J-1, on peut faire un peu plus. Ouais. Je réduis, vivacité. Et ça, bah, je le comprends pas. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi on fait peu à J-2 et plus à J-1? Ouais. Je comprends l'objectif d'affûtage, Ouais. de réduction de la charge pour être performant le week-end. Ouais. Mais pourquoi on le fait à J-2 et pas à J-1? Ouais. Ça, je le comprends pas. Et on me dit, bah, tu vois, il y a la périodisation tactique, c'est bien. À J-4, il faut faire de la force. À J-3, il faut faire de l'aérobie. À J-2, il faut faire de la vitesse. Ok, d'accord. Et pourquoi on changerait pas? Et tout ça, tous ces aspects, je les comprends pas. J'ai beau chercher des justifications, je les trouve pas, je les comprends pas. Et à ce moment-là, quand il y a ce projet de thèse qui se lance, je vais voir mes futurs directeurs de thèse, qui sont les gens qui sont responsables du centre d'expertise de la performance, avec qui j'ai fait ma thèse aussi, du coup, en collaboration. Et je leur dis, bah voilà, ce que je veux faire, c'est ça. Je veux comprendre. Je veux essayer de tester, je veux essayer de remettre en cause des choses qui me paraissent établies, mais où finalement, personne n'a la justification. Ouais. Et c'est comme ça qu'on part sur ce projet, de se dire, notre ambition, ça va être de montrer qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont possibles. C'est pas que ce qui est fait est mal fait. Il y a peut-être d'autres possibilités. Et ces possibilités, il va falloir aller les explorer suivant notre contexte. Et c'est notre contexte qui va guider finalement ce qu'on va faire. Donc le projet, il naît de ça en fait. Ok. Ouais, un constat qu'au final, moi j'y suis confronté tous les jours où on se pose la question de pourquoi on organise comme ça, pourquoi il y a un coach qui pense que justement à J-2 c'est absolument la vitesse et pas autre chose. Est-ce qu'à J-3 c'est absolument aérobie et pas autre chose? Donc ça a beaucoup de sens même encore aujourd'hui je pense. Et du coup derrière comment ça prend vie? Qu'est-ce que tu vas chercher derrière tout ça? Alors du coup, la première étude qu'on met en place, Ouais. c'est, bon, tu as ton impression que tout le monde fait la même chose, mais maintenant, il va falloir le justifier. Ouais. Et on décide de faire un questionnaire qu'on envoie à tous les centres de formation français, et où on leur demande, envoyez-nous une réponse pour vos U19, envoyez-nous une réponse pour votre équipe réserve, et vous allez nous détailler chaque jour de la semaine, dans une semaine où il n'y a qu'un seul match. Ouais. Voilà, une semaine C'est une type. classique. De J-6 à J-1. Et Ouais. même le jour du match, si jamais vous faites quelque chose. Ouais. Voilà, donc on a détaillé qu'est-ce que vous faites d'un point de vue dissocié, qu'est-ce que vous faites d'un point de vue intégré, quels sont vos objectifs physiques, Ouais. quelles sont les difficultés attendues, quelle est l'importance physique que vous donnez à cette séance. Et une question toute bête au départ qui est, pour vous, quelle est l'importance du développement physique, quelle est l'importance de la compétition dans la semaine? Ouais. Et on fait ce questionnaire qui nous prend beaucoup de temps à mettre en place, évidemment, à récolter les réponses, parce que c'était lourd comme questionnaire. Et la première réponse qu'on a, c'est à cette petite question, et on s'aperçoit que sur une note de 10, où 1, ça correspondait à l'importance du match au maximum, 10, l'importance du développement physique au maximum, la réponse moyenne, elle se trouve à un peu plus que 7, 7,5. Ok. Ah oui. Donc on s'aperçoit que sur toutes les réponses qu'on a, Ouais. le développement physique, il est quand même énormément priorisé. Ouais. Et on a 95% des réponses qui sont au-delà de 5. Donc 95% des gens qui priorisent
le développement Par physique. rapport au match. Et après, on regarde dans le détail les contenus. Et on s'aperçoit que les contenus, en fait, finalement, ils vont pas réussir à satisfaire l'objectif que vous nous annoncez de Ouais. développement physique. De Parce qu'en fait, on n'a que deux journées de développement dans la semaine. Ouais. Parce que de la musculation, sur toutes les réponses qu'on a, il y a peut-être que 20% des centres de formation qui font de la musculation dans la semaine. Et tu as aussi des moments où on te dit, à l'approche du match, on fait de l'affûtage. Mais on a toujours cette séance de jeu réduit, de vivacité. Ça prend que Mais cette ce jeu forme. réduit que tu utilises en veille de match, tu l'utilises aussi dans un développement, dans une journée de développement comme la force à J-4. Ouais. Donc du coup, bon, il y a peut-être des problématiques, des choses qu'il faut aller chercher. Ouais. Et c'est là que on va chercher derrière des études où on va aller explorer un peu plus, où dans un premier temps, on a regardé cette planification typique un peu pyramidale avec des séances fortes à J-4, J-3, tu redescends à J-2, et on se dit, qu'est-ce qui se passerait finalement si on inversait J-3 et J-2 ? Parce que du coup, ta charge accumulée entre J-4 et J-3, elle est moins forte. Donc peut-être qu'en faisant ton J-3 à J-2, ta deuxième séance forte, tu l'as fait à J-2, peut-être que pour la même séance, tu vas faire un peu plus, parce que tu es dans un état un peu plus frais. Ouais. Et après, on s'est dit, ok, on garde J-4, J-2 en fort, et d'habitude, on fait, on va dire, force aérobie dans un premier temps, vitesse dans un deuxième. Il se passe quoi si on inverse ? Voilà. Et à la fin, la dernière étude qu'on a fait sur l'aspect expérimental, c'était cette séance de veille de match, de jeu réduit, de vivacité. Nous, on a l'impression qu'elle n'est pas bonne par rapport à l'objectif qui est annoncé. Tu sais quoi, on va augmenter la durée. D'habitude, on fait 60 minutes. On va augmenter à 75, donc de 25%. Et on va diminuer de 25%. On va faire 45 minutes. Et on va voir ce qui se passe. Et en fait, en essayant d'aller chercher différentes choses, on s'aperçoit que déjà sur cette planification pyramidale ou un peu ondulée, tu as des résultats qui sont quand même assez similaires d'un point de vue de l'état de forme le jour du match, voire même supérieurs dans le cas où tu as changé. Tu fais plus de charges. Tu inverses tes contenus entre J-4 et J-2, force aérobie ou vitesse. Tu t'aperçois que la séance que tu fais toujours en premier, en comparaison de quand tu l'as fait en deuxième, tu as plus de charges. C'est normal, tu es plus frais. Bien sûr. Et cette dernière séance, quand t'en fais moins, t'es plus frais, parce que les contenus sont trop exigeants. Et donc, à travers ça, on dit, il y a peut-être des choses à revoir. Ça veut pas dire que ce qu'on a proposé est meilleur. Attention. Et ça, on insiste fortement là-dessus. Ça veut pas dire que ce qu'on a proposé est meilleur. Parce que je pars du principe que si on faisait totalement l'inverse, ce qui était proposé toujours, tout le temps, c'est ce qu'on a proposé nous. Et qu'on proposait ce qui est fait tout le temps, ça se trouve, on aurait eu des résultats inversés. Parce qu'un des principes de l'entraînement, c'est aussi la variation. Et vu qu'on fait toujours la même chose, peut-être que le simple fait d'avoir modifié... t'as remis un principe en fait en place. T'as des meilleurs résultats. Tu vois. T'as répété ton Donc, principe de nous, variation. ce que nos travaux ils apportent, c'est juste des possibilités différentes. C'est juste ça. Et après, toi, dans ton contexte, suivant ta planification, suivant tes semaines, tes cycles, suivant comment tu fonctionnes, tu peux aller piocher dans ce qu'on t'a proposé. Et il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas proposées qui sont proposables. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas tout proposer. Et il y a des contextes pour qui ça marche, des contextes pour qui ça ne marchera pas. Donc c'était ça l'idée de cette thèse. Donc en fait, c'était vraiment pas montrer qu'il fallait faire plus ou différemment, mais c'était que peut-être en réorganisant différemment, on avait notre papier, nous, quand moi je dessine ma séance en J-3, mais juste en la réorganisant, peut-être en la mettant en J-2, j'ai une photo finale, peut-être avec des GPS, avec une perception qui est supérieure à ce qu'on avait fait dans une autre organisation. Ouais, c'est ça. C'est que, aussi, au moment où je fais ma thèse, j'ai une contrainte, c'est que je suis dans un centre de formation. Je peux pas rajouter. Parce qu'il y a l'école. Non, bien sûr, parce qu'il y a des contraintes qui sont extrasportives. Et je ne peux pas rajouter. Non. Donc, c'était important pour nous de dire, oui, si tu fais plus, normalement, tu vas plus progresser. Ça, on part de ce postulat-là. Mais juste en réorganisant, est-ce que tu peux pas faire mieux ? Parce que déjà, tu n'as pas d'aller chercher quelque chose là. C'est juste ça. Voilà. Et là, c'est toute la problématique de la planification. C'est pas que de faire plus ou de faire moins. C'est faire différemment. Ça prend beaucoup de sens. Et justement, je pense que des fois, on s'attarde trop à voir comment on peut rajouter et essayer de trouver la fenêtre en regardant. Moi, c'est aussi une réflexion que je me rends compte avec le temps que j'ai eu. C'était de me dire, OK, j'ai mon canevas de semaine, c'est comment je peux rajouter et imbriquer, mais sans forcément penser en première idée à dire, OK, est-ce que je peux pas réorganiser ? Et du coup, je peux mieux imbriquer à un moment donné si je dois mettre un supplément de force. Est-ce que c'est plus intéressant de l'imbriquer à cet endroit-là parce que c'est optimal dans mon canevas ? Ou est-ce que c'est pas de réorganiser le canevas et de dire qu'en fait, là, finalement, j'ai une plus grosse fenêtre ? C'est vrai que ça, c'est un raisonnement qui va pas forcément, je pense, naturellement dans ce qu'on veut. Et tu as une thématique, tu parles de force. Une des thématiques qui va être liée avec ça,
ça va être les interférences que tu as liées aux entraînements combinés, par exemple. Ouais. Et là, tu vois que c'est pas une question de faire plus ou de faire moins, c'est de faire différemment. Ouais. C'est de faire avec une organisation différente, allonger le temps que tu vas avoir entre tes séances qui vont se ressembler ou être complètement inversées, ce qui fait que ça va donner des interférences. Est-ce que par rapport à une séance de force, il vaut mieux faire de l'intermittent court, de l'intermittent long, de la répétition de sprint long, de la répétition de sprint court? Et toutes ces choses-là, finalement, c'est des problématiques de planification. Et c'est, pour moi, le cœur de notre métier. C'est finalement n'importe quel contenu, il est bon à partir du moment où il est justifié. Bien sûr. Voilà. Totalement. Et il est justifié dans une planification globale. Voilà. À un instant T, je peux pas te dire si ton contenu d'entraînement il est mauvais. Ton contenu, il va être bon à partir du moment où il prend sens dans une globalité. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est juste ça. Ouais, donc au final, ce qu'on peut, si je résume globalement, surtout en plus à l'heure où voilà, on oppose maintenant un peu les modèles, perlésion tactique, entraînement structuré, W, de charge montante, etc. Au final, là, ce qu'on peut tirer un peu de tes travaux, en tout cas sur cette thèse-là, c'est plutôt que se poser la question de quel est le meilleur modèle, c'est peut-être essayer d'en apporter un peu plus dans la variété en tout cas, de se rapprocher des principes notamment que tu mettais un peu en avant, un peu ces principes fondamentaux de l'entraînement, qui au final, dans le modèle un peu classique, et surtout basé, je pense, sur des idées reçues que peuvent avoir des entraîneurs qui sont peut-être pas formés à la littérature scientifique, aux principes de l'entraînement. C'est au final peut-être juste remettre ces principes-là dans l'engrenage, et après justement d'aller chercher un peu de variété. Est-ce que toi justement, si je rebondis là-dessus, tu es pour apporter aussi de la variété, même à travers une saison, dans des modèles de planification, si on prend le microcycle, d'avoir cette variété aussi du microcycle dans la saison? Est-ce que ça peut te paraître pertinent sur un centre de formation notamment? Alors, je pense que la variation, elle est pertinente. Ouais. Maintenant, la variation, elle doit être contrôlée. Si Si on prend comme exemple la périodisation tactique. Ouais. Pour moi, il y a une grosse problématique liée à la périodisation tactique. C'est qu'il y a un paradoxe qui fait qu'elle est à la fois trop variable et trop invariable. Ouais, d'accord. Si on parle à l'échelle d'un cycle Ouais. de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, elle est invariable. Ouais. Parce que tes contenus d'entraînement, tes charges d'entraînement plutôt, vont se répéter de semaine en semaine. C'est aussi la base du modèle qui dit que l'objectif, c'est d'avoir un état de forme qui va se poursuivre, se maintenir sur des longues durées. Donc c'est l'intérêt aussi quelque part de ce Bien modèle. sûr. Maintenant, quand tu regardes à l'intérieur des semaines, tu vois qu'il y a une énorme variabilité, ne serait-ce que des contenus d'entraînement. Ouais. Juste des contenus d'entraînement. Comme on l'a dit, logiquement, tu dois avoir des parties de force, des parties d'aérobie, des parties de vitesse. Donc de ce point de vue-là, tu vas changer ton focus chaque jour. Ouais. Je pense que pour développer des qualités physiques, il faut maintenir des stimuli d'entraînement suffisamment longtemps pour aller perturber l'homéostasie et après avoir une adaptation. Ouais. Maintenant, même avec des contenus qui changent chaque jour, on peut aussi se poser la question inverse de est-ce que quand on fait de la force, on fait vraiment de la force? Est-ce que quand on fait de l'aérobie, on fait vraiment de l'aérobie? Et est-ce que quand on fait de la vitesse, on fait vraiment de la vitesse? Exactement. Mon avis sur la question, c'est en fait, on fait du foot. Ouais. Et tu fais de l'aérobie tout le temps, Ouais. mais tu vas changer un petit peu ton type d'aérobie. Ouais. Donc si on revient par exemple à la thématique des entraînements combinés et des interférences, on se dit, ok, on a un entraînement force à J-4, donc peut-être qu'on va placer nos séances de muscu à J-4 sur de la force. Ok. Mais dans ton entraînement à J-4 de force, tu as quand même fait 5-6 km. Ou tu as peut-être eu une charge interne moyenne entre 75 et 85% de ta FC max. Ouais. De ce point de vue-là, on peut pas en parler de Non, force. exactement. Le terme, il est un petit peu erroné quand même. Totalement d'accord. Alors dire qu'il y a une composante un peu plus neuromusculaire parce qu'il y a un Oui. peu plus de changement de direction. Oui. Oui, mais il y a intérêt que ce soit bien fait. Oui. C'est pas sûr. Non. On Exactement. parle d'espace réduit, ok. Mais quand on parle de jeu réduit, il faut parler aussi de nombre de joueurs. Ouais. Parce que je peux faire un jeu réduit à 10 contre 10 sur un 40 mètres par 40. J'ai 1600 mètres carrés, j'ai 20 joueurs. Ouais. En fait, j'ai 80 mètres carrés par joueur. Ouais. Mais ça, c'est... Oui, c'est un jeu qui est réduit en espace, mais c'est pas un jeu qui est réduit en termes de nombre de joueurs. Parce que finalement, si on regarde le nombre d'accélérations et de décélérations qui vont être faits, vu le nombre de joueurs que j'ai, il n'y a qu'un ballon, comme le rappeler, bah, ça va être ridicule. Donc ton nombre d'accélérations par minute, par exemple, si on prend cet indicateur-là, il va être très très faible. Alors que ton jeu réduit, où tu fais peut-être 30 par 30 ou 20 par 20, j'en sais rien, à 4 contre 4, là, il prend du sens. Pareil. Par contre, à l'intérieur de ça, comment tu vas mettre
tes procédés, tes principes techniques et tactiques, là, ça devient compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi il y a aussi, parfois, il peut y avoir des frictions entre un staff technique et une cellule performance, c'est parce que parfois, nous, en tant que préparateur physique, on va demander des espaces, on va demander des choses, mais ça peut ne pas coller à l'aspect Bien technico-tactique. sûr. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si ça a du sens, ce modèle de périodisation tactique, parfois on veut trop tout intégrer ensemble. Je suis Et à trop tout intégrer, en fait, on fait plus grand-chose. totalement d'accord. Je pense qu'il faut peut-être revenir un peu plus à, ok, quand on fait du foot, on fait du foot. Ouais. Fais ce que tu veux, toi en tant que coach. Par contre, moi, je vais peut-être gérer les temps d'effort, les temps de récup, ce ratio temps d'effort, temps de récup, ce temps effectif, etc. Je vais gérer un peu ça, je vais t'aider. Par contre, si je veux faire de la force, je vais en faire, mais je vais en faire ailleurs. Voilà. Si je veux faire de l'aérobie, je vais en faire, mais je vais en faire ailleurs. Et pareil pour la vitesse. Voilà. Donc, à travers ça, ça sera aussi plus facile de varier tes modèles de planification. Ou des fois, tu vas peut-être dire, ok, on va peut-être intégrer un peu plus en ce moment. Des fois, on va aller un peu plus sur de l'associé ou du dissocié. Et donc, du coup, oui, je pense que la variation, de ce point de vue-là, elle a son intérêt. Par contre, il y a aussi le revers de la médaille qui fait que, aujourd'hui, nos outils de monitoring, ils prennent du sens à partir du moment où on a des contenus et des semaines qui se ressemblent. Oui. Parce que si tu, par exemple, regardes à J-3, tes questionnaires le matin, ta RPE ensuite, et tu dis, putain, t'as vu, par rapport à la semaine dernière, ils sont quand même bien plus fatigués. Oui, mais maintenant, on va regarder ce qui se passe autour. Et tu vois qu'à J-4, la veille, t'as fait le double de ce que tu fais d'habitude. Là, c'est dur. Ben, c'est évident que le lendemain, ils vont être fatigués. Bien Même sûr. si t'as fait la même séance. Si la veille, t'as pas fait du tout la même chose, non, ça marche pas. Donc, si tu veux aussi utiliser tes outils de suivi, de monitoring correctement, ça a un intérêt d'avoir de la récurrence dans tes contenus, dans tes semaines. Voilà. Donc, il faut choisir. Voilà. Je pense qu'il y a des moyens de faire un peu des deux. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce qu'on n'est pas à mi-chemin justement Si entre ces deux modèles 2, 3, 4 semaines type, tu vois, et que tu vas comparer ces semaines type entre elles. Voilà, ta semaine type 1 qui va revenir tous les 4 semaines, tu vas pouvoir les comparer ensemble. Tu vois. Donc il y a moyen de faire des choses. Aujourd'hui, c'est difficile de les mettre en place parce que ça demande de l'organisation. C'est vrai qu'on aime bien aussi la récurrence, les choses qui reviennent parce que c'est un certain confort. C'est clair. Aujourd'hui, le temps qu'on a au quotidien, il est réduit. Et donc, tout ce qui va nécessiter beaucoup plus de communication peut engendrer des problèmes. Bien sûr. Voilà. Donc, je pense quand même qu'il y a des choses à faire. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on peut arriver à se trouver à mi-chemin entre cette variété et cette structure qui reste un peu constante, avoir, comme tu as dit, ces modèles un peu types et créer cette variation après autour de tout ça. Si on finit un peu sur la partie thèse et que je rebondis un peu sur l'aspect technico-tactique, la communication, relation avec les staffs aussi, qui vont apporter du coup beaucoup de notions et qui peuvent être peut-être déstabilisées aussi par ces modèles, par des choses qui n'ont pas l'habitude, aussi des variations qui ne veulent peut-être pas. Est-ce que justement, quand toi, tu as réalisé un peu ces travaux, et peut-être qu'à l'heure actuelle aussi, tu rencontres un peu des freins sur l'aspect terrain avec cette structuration, avoir des choses aussi avec beaucoup de rigueur, justement pas lâcher le morceau sur non, la structure de séance, si on veut étudier le microcycle, sur ces 4 semaines-là, elle va devoir rester comme ça. Est-ce que tu as eu un peu de frein par rapport à tout ça? Énormément. Énormément. On va dire que il y a de grandes chances que mes travaux servent plus à d'autres qu'à moi. Voilà, ça c'est une forte possibilité. Parce qu'il faut tomber sur des gens très 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 ouverts. Et je comprends que aujourd'hui la recherche scientifique soit vue quelque part comme quelque chose de décontextualisé. Alors nous on a essayé de le faire de manière le plus contextualisée possible. Même dans nos testings sur les études, on avait des tests très terrain. On n'était pas sur des choses de laboratoire qui auraient été décontextualisées. Donc on est resté sur quelque chose de très terrain. Mais aujourd'hui, chacun a ses convictions, chacun a son vécu. Et je comprends qu'un entraîneur ait quelque part aussi que ça le rassure d'avoir un modèle qu'il comprend, qu'il maîtrise, et dans lequel il a l'impression que son équipe performe. Donc de ce point de vue-là, si je parle pour la partie de mon vécu sur le centre de formation, même si on a réussi à faire évoluer des choses, ça prend du temps.
Ça, c'est clair que ça prend du temps, mais parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a tout ça. Si on parle de la partie pro, donc plus cette année, une des limites qu'on va avoir, elle n'est pas seulement liée au staff, mais elle va être liée aux joueurs. Forcément. Si je prends l'étude dans laquelle on a inversé le J-3 et le J-2, Oui. si demain j'arrive et que je dis à J-3, aujourd'hui les gars c'est tranquille, par contre demain on va envoyer. Bah là j'ai la moitié du groupe qui va me regarder et va me dire mais non mais Attends, J-2, on va qu'est-ce que forcer tu quoi. fais Ouais. J-2, jamais on fait ça. Si on gagne le week-end, je suis tranquille. C'est bon. Et on peut repartir avec ça. Ouais. Par contre ils voudront plus changer, ça se trouve. Ouais. Voilà. On est lié aussi à ça. Ouais, bien Voilà, sûr. les habitudes et Ouais. je peux pas parler pour les autres sports parce que je les connais pas assez. Mm. Mais en tout cas, dans le foot, on aime bien notre routine et voilà, Ouais. que ce soit staff ou joueur, on aime bien faire ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression un peu que quand tu rencontres un nouveau staff, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, je trouve que souvent, il faut faire très attention à la première semaine que tu planifies. Ouais. Parce que la première semaine que tu planifies avec le staff, qui va être à l'écoute au départ, parce que voilà, tu débutes une histoire avec ces gens-là, bah, tu peux être sûr qu'elle va se répéter après toute l'année. Et les modifications derrière, elles sont plus dures. Ouais. Donc, il faut faire très, très, très attention à ce que tu fais dès le départ. Faut savoir où aller. Parce qu'après, une fois que tu as mis ça en place, les changements ils vont être plus durs. Ouais, je suis d'accord. Et si je rebondis un peu justement là-dessus, et je pense un peu à quelqu'un qui peut nous écouter, qui a cette ambition de faire une thèse, est-ce qu'il n'y a pas un axe de progression aussi, peut-être via l'université, d'aller chercher un peu des outils de communication pour avoir un peu plus d'apport justement à ces staffs qui sont justement des fois très réticents? Est-ce que c'est quelque chose qui... Toi, tu as reçu un peu cet aspect-là aussi? Ou est-ce que c'est plus justement l'expérience qui te fait dire, OK, c'est par la communication aussi, par bien expliquer les choses, montrer l'intérêt qu'ils vont avoir aussi dedans, qui fait que tu vas pouvoir transmettre le contenu? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus si je pense à quelqu'un là, qui a envie de passer peut-être ce cap-là, est-ce que c'est quelque chose qui est déterminant pour toi? Alors, la communication, elle est déterminante. Ouais. Dans ce rôle-là, on appelle comme on veut, sport scientist, chercheur, en tout cas quelqu'un qui a un peu un pied dans la recherche. Ouais. Si je parle de mon vécu, de mon expérience, j'ai fait énormément d'erreurs sur cet aspect communication. Ouais. Où des fois, j'y suis allé de manière trop frontale, en voulant imposer des idées qui, certes, elles avaient du sens, mais la manière de l'exposer n'a pas été la bonne, ce qui a fait que ça s'est fermé pour moi. J'ai pas réussi à mettre en place mes idées. Donc, une fois que j'ai vécu ces expériences sur le coup pas très agréables, mais que j'en ai tiré ce que j'avais à en tirer, bah là, à ce moment-là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et aussi, j'ai été beaucoup aidé par mon directeur de thèse, Nicolas Babot, qui m'a tout de suite dit « Il faut que tu communiques sur ce que tu fais. C'est important. » Et pourquoi aussi j'ai voulu faire cette thèse? C'est parce que je sais que les questions que je me pose, je ne suis pas les seuls à me les poser. Bien sûr. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est quoi la meilleure manière de communiquer sur ce qu'on fait? Et il y a quelque chose que je n'aime pas dans la communication, c'est que ça t'oblige à te montrer. Et quand je communique, évidemment que ça me met en avant, parce que c'est comme ça. Mais l'objectif, c'était de trouver un moyen qui me mettait pas moi en avant, mais qui mettait les travaux qu'on fait en avant pour que ça serve. Donc, comme tout le monde, j'ai communiqué sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, etc. Mais par contre, j'essaye de faire en sorte qu'à chaque fois que je communique, je donne quelque chose. Et je partage mes travaux. Et au tout début, on partageait les articles qu'on publiait, les congrès auxquels on participait avec des conclusions, etc. Et il manquait quelque chose. Et parce qu'aujourd'hui, si je parle des entraîneurs avec lesquels je travaillais, si je leur envoie le papier que j'ai écrit, ils vont me dire « T'es bien gentil, mais je ne comprends rien. » en fait. Déjà, je parle pas très bien anglais, je ne lis pas très bien, c'est des termes qui sont compliqués, il y a des stats, laisse tomber. Bien sûr. Et en réfléchissant, je me suis dit, ok, on va trouver une autre solution. Et j'ai énormément de chance. Ma copine sait faire des sites internet, c'est son métier. Donc du coup, c'est là qu'on a décidé de faire un site internet qui m'était propre et sur lequel j'ai vulgarisé absolument tout ce que je fais. Que ça soit ma thèse, que ce soit chacun de mes articles. Et encore aujourd'hui, tous les articles que je publie, je les vulgarise en français. Si je fais un congrès, si je fais un podcast, il y a tous les liens, il y a tout. Donc tout est sur mon site. Et c'était important pour moi de tout vulgariser. Et les graphiques qu'on met dans des articles scientifiques qui sont parfois compliqués, ils sont vulgarisés aussi. C'est des formes qui sont beaucoup plus compréhensibles. Il y a des messages qui sont simples, des applications qui sont pratiques.
Et ça, c'était très important pour moi, même si ça nous a pris énormément de temps, et ça nous prend encore énormément de temps, parce que déjà de l'écrire en anglais, de faire la communication, après Ouais. d'écrire en français, ça prend beaucoup de temps, mais je pense que pour quelqu'un qui commencerait sa thèse, et aujourd'hui, tous les étudiants qui veulent faire une thèse qui me contactent, c'est ce que je leur dis, la communication, elle est indispensable. Ouais. Et si j'avais eu cette stratégie-là dès le départ, de me dire, OK, comment je peux vulgariser ce que je viens de faire Ouais. pour que ce soit utilisable, Ouais. je pense que ça aurait ouvert des portes beaucoup plus simples. Ouais. Beaucoup plus simplement. Et maintenant, ça n'a pas marché pour avant, ça marche pour maintenant. Ouais, bien Voilà. sûr. Et c'est quelque chose, une compétence que tu vas développer. Et aujourd'hui, je travaille aussi avec des gens qui sont très forts là-dessus, sur cette capacité à se servir de la science pour en faire quelque chose sur le terrain. C'est vraiment ça. Ouais. Voilà. C'est pas la science va imposer ce qui doit être fait sur le terrain. On a fait des choses en recherche, Ouais. on va juste s'en servir Ouais. pour teinter un petit peu notre intervention. Bah, transition toute faite. On va passer à la deuxième partie, justement, avec cet aspect recherche qui est en lien avec la performance. Comment toi, tu vois un peu ce lien entre recherche scientifique et performance, justement, applicable sur le terrain directement? Est-ce que, parce qu'on a un peu ce conflit aussi de toujours voir un peu les gens de terrain qui disent que les gens de labo et les gens de la science, c'est bien beau, mais eux, ils ont l'expérience terrain. Et inversement, des fois, on voit un peu les aspects labo qui disent, oh, regardez, nous, on arrive à montrer que... Et du coup, normalement, sur le terrain, il devrait se passer. Comment tu arrives un peu à situer ce rôle, toi, de la science? Et encore plus maintenant, hein, quand on voit un peu, notamment après le Covid, là, l'explosion sur beaucoup, beaucoup de sujets, avec toutes les technologies qui sortent, tous les outils de monitoring, etc. Comment tu vois ce lien maintenant là-dessus? Comme je te le disais, déjà, ça doit être un outil. Ça doit être une aide. On doit s'appuyer dessus. Voilà. Parce que s'il y a bien un intérêt à la recherche, c'est que tout ce qui est testé est fait dans des conditions qui sont testables. Voilà. Bien sûr. Et que là où le terrain est en retard, et là où nous, préparateurs physiques, sans la recherche, on peut être en retard, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'on va bien souvent comparer des contextes qui sont incomparables. Donc on ne peut pas faire de conclusion. Bien sûr. Et ça, c'est le problème. Il y a des gens dont c'est le métier et qui le font pour nous. Ouais. Alors évidemment, l'aspect négatif du fait de tout contrôler pour que ce soit comparable, c'est que ça ne va pas ressembler à 100% à ton contexte. Bien sûr. Donc il va falloir s'appuyer sur ce qui est fait dans la recherche pour que ça te serve, toi. Et le protocole qui a été mis en place, tu vas le modifier un petit peu, parce que toi, il y a ta vision, il y a ton contexte, il y a tes possibilités, Bien sûr. et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on dit beaucoup que les académiques, c'est pas des gens de terrain, et que ça leur manque. Ouais. Si on prend le cas de mon directeur de thèse, Nicolas Babot, il m'a toujours dit, j'ai pas de souci à ce que tu fasses ce sujet-là. Ouais. Par contre, moi, je déteste le foot. Je veux pas entendre parler de foot. Ouais. Il déteste le foot. Et c'est toujours un peu ce truc qui revient, cette blague entre nous. Mais par contre, pour quelqu'un qui ne regarde pas de foot, qui n'aime pas le foot, juste avec ses compétences théoriques et ses connaissances théoriques, il a tout compris au foot. Bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être spécialiste du foot pour savoir ce qu'est la préparation physique, ce que sont les principes fondamentaux de l'entraînement et comment les appliquer sur le terrain. Après, voilà, tout ce qu'on a, le contexte qu'on a, les contraintes qu'on a au quotidien, oui, il ne les connaît pas. Mais par contre, il m'a guidé dans mon travail de thèse, notamment sur des aspects pratiques, alors que c'est pas un praticien de foot. Ouais, contextuel. Ça n'empêche pas. Ouais. Quand tu as la capacité de réflexion, elle s'adapte partout. Et aujourd'hui, tu as des gens de terrain qui n'ont pas de thèse, qui n'ont pas un pied dans la recherche, mais qui ont une réflexion scientifique, quelque part. Ou déjà dans la rigueur que ça demande, dans les comparaisons, dans ce qui est mis en place, dans les protocoles. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé dans une université pour le faire. Donc en fait, les deux mondes ne sont pas si loin que ça l'un de l'autre. Non. Il y a des gens des deux côtés qui pourraient faire la bascule assez facilement. Je suis d'accord. Voilà. Donc il faut s'appuyer dessus, et c'est vraiment une aide. Et tout ce qu'on essaye de faire au quotidien, surtout cette année, c'est de s'appuyer dessus, et ça nous aide aussi parfois à avancer des arguments, parce que des fois on a l'impression que, sur certains sujets, donc on va se renseigner, on s'aperçoit qu'il y a déjà quelques réponses, des éléments, totalement. Et nous on va aller peut-être creuser un peu, et voilà, et tout part de là. Bien sûr. Et puis après, avec un peu d'empirisme, on arrive toujours un peu à confronter justement ce que nous on observe, ce qui a été observé ailleurs. On va demander justement à d'autres collègues, collaborateurs, et on arrive facilement à arriver au bout du compte.
Si justement, je fais un peu ce lien-là, pour le préparateur physique d'aujourd'hui et de demain, avoir un peu cette veille scientifique, avoir ce lien et cette compréhension de la littérature, ça paraît quand même maintenant déterminant. Donc, est-ce que, comment toi tu vois ce rôle de préparateur physique, comment tu le vois justement par rapport à cette veille scientifique? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être pas hebdomadaire, mais est-ce que ça doit vraiment revenir de manière fréquente pour rester ben, et à jour et pouvoir confronter un peu constamment ses idées? Comment tu vois, toi, cet aspect-là? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle veille scientifique. Si la veille scientifique, c'est de lire des papiers qui sortent Ouais, maintenant c'est. Ouais. tous les jours, Ouais, je te dirais que t'as pas besoin de ça. non. Le faire de temps à autre, Mm. c'est important, c'est bien, Ouais, voilà. Mais c'est pas déterminant. non. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Mm. Les podcasts, Ouais, les vidéos. ouais, Voilà. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'il y a un certain niveau d'évidence scientifique dans chacune des choses que tu vas regarder ou lire. ouais, Évidemment que ton papier scientifique, ta méta-analyse, elle a plus de poids ouais, que le podcast que tu vas écouter ou la vidéo que tu as vue sur Instagram. ouais, Ça, c'est évident. Voilà. Par contre, c'est ton rôle à toi d'aller vérifier tes sources, d'aller vérifier ce qui se dit. Et donc, sera forcément plus simple dans un papier. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a certains papiers que je lis, mm. où juste en regardant la méthode, je me dis, Oui, mais c'est obligatoire que tu aies trouvé ces résultats-là. oui, oui. Parce que tu as tout fait Ouais, ouais, pour arriver. trouver ces résultats-là. Ouais. Donc, même dans la recherche scientifique, il y a du moins Il y bien. a des biais. Voilà. Mhm. Il faut le savoir. Mais aujourd'hui, en tant que préparateur physique, de la même manière qu'on va développer son œil pour être un bon préparateur physique sur le mouvement, sur ces C'est choses-là, sûr. il faut aussi développer son aspect critique sur tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, parce que c'est ça qui va te faire passer un cap Mm. et être capable de dire, ok, si je commence à croire tout ce qui est dit et tout ce qui est fait, et tout ce que je vois, je vais pas m'en sortir. Mm. Et aujourd'hui, je veux dire, sans critiquer personne, avec toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, où tout le monde a la méthode pour un Ouais. objectif précis, Ouais, en fait, on va pas s'en sortir. non. Et ça, en tant que préparateur physique, pour le coup, la recherche t'amène à ça. Ouais. Je vais te demander Et ça. s'il y a bien quelque chose que j'ai développé à travers le doctorat, c'est ça. Ouais. C'est cet aspect critique, Ouais. à remettre en question. Peut-être presque partir du principe qu'au départ, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, ouais, Mais il va falloir que tu me montres ouais, que tu as raison. ouais, Donc, c'est vrai que dans la recherche, avec un protocole, ouais, un raisonnement cohérent. des statistiques, Ouais, une discussion, ouais, tu vas me convaincre. ouais, Me convaincre juste en disant bah, j'ai fait ça, j'ai eu ces résultats-là, oui, c'est Oui, vrai. Mais si on en revient aux principes fondamentaux de l'entraînement, il y a l'individualisation. Mm. Et chaque individu réagit différemment. bien sûr. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est déterminant? C'est pas déterminant. Non. La veille scientifique en elle-même, Non. les papiers. Ouais. S'instruire, continuer à se former, Ouais. c'est déterminant. Ouais. Voilà, ça, c'est sûr. Ce qui est peut-être justement déterminant, c'est savoir justement la sélectionner Ouais. et en connaître un peu les biais, savoir reconnaître aussi une étude de qualité, les protocoles justement comme tu dis des fois où globalement quand tu as un protocole de CMJ derrière, très probablement ton CMJ va s'améliorer, ta valeur de puissance sur CMJ va s'améliorer et justement reconnaître un peu ces biais-là et pas partir dans des conclusions et se dire ok, ma conduite d'entraînement derrière, elle part dans un autre sens parce que j'ai vu que la puissance là, elle a été augmentée et faire ces liens directs là-dessus. C'est peut-être justement comment on interprète tout ça plus que aller chercher absolument Ouais, la bien sûr. dernière Et puis, innovation. si tu prends un sujet, on va prendre le cas du CMJ, comme tu Mm. dis. Je vais lire une première étude sur le CMJ et je vois que le CMJ fonctionne à merveille pour améliorer la qualité de puissance. Ouais. Super. Ouais. Est-ce que ça veut dire que moi, je dois faire des CMJ maintenant tous les jours? Ouais. Non, ton rôle en tant que lecteur va être d'aller voir dans les autres papiers Mm. ce qu'ils disent. Mm. Ouais, confirmer Et ça. c'est pour ça que je te dis qu'au niveau des évidences scientifiques, bah, c'est sûr qu'une méta-analyse aura plus de poids qu'un article. Mm. Parce que les auteurs, eux, ils ont fait ce travail de Ouais. dire, OK, est-ce que cette Confronter. méthode-là, Ouais. elle a vraiment un intérêt? Donc en priorité, on doit aller voir ce genre de papier. Mm. Et s'il n'y a pas, on va aller un peu plus bas dans le niveau d'évidence scientifique, on va aller voir des papiers uniques avec Ouais. des protocoles. Et ça, c'est important. Ouais. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais avant, sur est-ce que c'est important la recherche et cette veille scientifique pour un préparateur physique, une des raisons pour lesquelles j'ai fait le doctorat aussi, Mm. on va pas se mentir, c'est quelque part l'aspect CV. Mm. C'est qu'aujourd'hui, quand tu sors de ton master en tant que préparateur physique, bah, bienvenue parmi Ouais, un X paquet. milliers Ah oui. de gens qui ont un master en préparation physique. Ouais.
Et maintenant, tu fais comment la différence par rapport aux autres? Ouais, totalement. T'es juste quelqu'un parmi Ouais, on a regardé, c'est énormément d'autres. 1500 par an en France, entre, Voilà, entre bah, 1500 et 2000 1500 à sorties 2000 étudiants qui sont comme toi, chaque année. qui ont fait la même chose que Ouais. toi. Et comment tu fais la diff? Ouais. Et j'ai peur, aujourd'hui, que presque le doctorat devienne obligatoire Mm. Pour pour se se différencier. différencier. Ouais. Alors que ce ne devrait pas être le cas. Mhm. C'est pas ça l'objectif du Non, doctorat. non. Tu dois pas être obligé de le faire. Parce que c'est trop de travail, Mm. trop d'années, trop, quelque part, de sacrifices sur Bien sûr, d'autres non, choses c'est clair. pour le faire sans en avoir envie de le faire. Ouais. Ça, c'est clair et net. Mm. Mais je pense qu'il peut y avoir des dérives dans les années à venir. Ah, je suis Sinon, d'accord. il va falloir que je le fasse. Ouais. C'est quand même 8 ans après le bac. C'est pas rien. Non, non. Et faut trouver des financements, faut le faire dans un contexte qui est sain, parce que sinon ça peut vraiment être un gros problème, avec des directeurs de thèse qui tiennent la route. Et je pense que quand je vois l'évolution, comme je te le disais tout à l'heure, entre quand j'ai commencé ma thèse à Dijon, je pense qu'en France, des doctorants dans des clubs de foot, on devait peut-être être 2 ou 3, pour pas dire que j'étais le Ouais. seul. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de clubs Ouais. qui prennent des étudiants qui font leur doctorat. Bien sûr. Voilà. Donc ça augmente. Ouais. Mais est-ce que ça augmente parce qu'il y a Il y a un besoin. un véritable besoin, comme tu dis, pour les clubs de faire de la recherche, ou c'est parce que c'est financièrement intéressant? Si on continue encore un peu avec cette recherche scientifique et peut-être ton contexte actuel, comment aujourd'hui maintenant, toi, tes projets sont guidés? Est-ce que tu as aussi cette part club qui, vu que tu es dans je ne sais pas exactement le terme, corrige-moi là-dessus, mais l'aspect scientifique, en tout cas au RC Lens, est lié au club. Donc est-ce que c'est une logique club? Est-ce que c'est une logique développement aussi sur le long terme? Est-ce que c'est aussi toi tes sujets personnels de développement? Comment ça s'est guidé à l'heure actuelle dans tes fonctions? Alors, ce rôle de responsable recherche et développement, il veut à la fois tout et rien dire. On va dire que les objectifs qui m'ont été fixés au début d'année, c'est d'objectiver ce qu'on fait, Ouais. d'améliorer ce qu'on fait, Mm. et éventuellement de conserver ou d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Ouais. Voilà. On va dire que c'est les objectifs d'un point de vue large. Ouais. Derrière, j'ai eu la chance que Benoît Delaval, qui est le responsable de la performance au RC Lens et qui m'a recruté, me laisse une liberté totale. Ouais. Donc j'ai pu construire mon projet de pôle R&D comme je l'entendais. Ouais. Alors dans ce pôle, il y a plein d'objectifs évidemment. Le premier, pour moi, il va être par exemple l'autonomie financière, parce que aujourd'hui, c'est pas ce sur quoi les clubs vont investir en premier. Mais via la recherche, il y a moyen de récupérer de l'argent qui fait que on peut facilement être libre déjà de ce point de vue-là. Donc il y a cet intérêt à faire de la recherche. Ça, au moins, ça me permet de justifier via le club qu'il y a de l'intérêt. Ensuite, sur la sélection des sujets, on les a fait en essayant d'être assez rapide sur ce qu'on met en place, parce que tu sais que la recherche prend du temps. Entre le moment où tu vas décider de ton sujet, faire ta revue de littérature, faire ton protocole, essayer de faire tes statistiques, écrire tes résultats, écrire ton article, publier ton article, j'ai certains de mes papiers qui ont mis plus de 2 ans à sortir. Donc j'ai pas 2 ans. Non. Voilà. Donc il y a à la fois l'aspect club et l'aspect académique. Là, encore une fois, on flirte entre les deux. Et donc, notre priorité, c'était déjà de savoir comment sont récoltées les données au club. Ça, c'est ce qu'il fallait que je comprenne très rapidement. Comment sont récoltées les données au club? Qu'est-ce qu'on récolte? Que ce soit d'un point de vue des données physiques, que ce soit d'un point de vue des données de GPS, les tests, tout. Il faut que je sache tout ce qui est récolté au club. Et avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je décide de faire des sujets dont j'ai pas les données, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Je pourrais pas le faire. Ensuite, faire des expériences, mettre en place des protocoles expérimentaux au sein du club, c'est compliqué. À partir du moment où on est lancé dans la compétition, c'est compliqué. Sur les pros, j'ai envie de dire que c'est quasi impossible. On a la chance d'avoir un centre de formation qui reste un laboratoire très intéressant. Donc si on a des choses à tester, on va le faire là. Donc le plus simple au départ, quand on a voulu mettre en place de la recherche, ça a été de le faire sur les datas. On a fait le choix de ne pas le faire de manière rétrospective, donc c'est-à-dire en utilisant les données de l'année passée, parce que j'étais pas là, je connaissais pas le mode de collecte, même si les gens qui collectent sont très compétents, j'ai aucun problème avec ça,
Mais je voulais savoir ce qui était fait et comment c'était collecté pour m'assurer que c'était cohérent. Ouais. Donc, à partir du moment où on a décidé du modèle de collecte et que j'ai commencé à récupérer les données, c'est là qu'on a commencé à se dire, bon, on va pouvoir faire quelque chose. Ouais. Et pour te donner l'exemple du papier qu'on a publié assez récemment, le premier pour le RC Lens, ça vient de Veille Scientifique, comme on en parlait tout à l'heure, où on a lu le papier de Mauro Mandorino et Mathieu Lacombe, donc, qui sont à Parme, et qui, eux, ont fait un article sur le worst case scénario. Ouais. Et en fait, en lisant cet article, ça nous ouvre en fait des perspectives. Ouais. Parce que cette thématique du worst case scénario, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis quelques années, où je m'étais toujours dit, je vois pas l'intérêt. Et eux, ils arrivent avec une nouvelle façon d'explorer ce sujet, où on se dit, ouais, il y a quelque chose à faire en fait. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et moi, ce qui change tout par rapport aux années passées, c'est que maintenant, j'ai des data analystes. Ouais. Et ils ont des compétences que j'ai pas, sur le traitement des données, sur l'analyse, etc. Et donc, du coup, à partir du moment où on a fait ça, je sais que j'ai les données. J'ai des gens qui ont les compétences. J'ai le sujet de base. Ouais. Maintenant, la limite, c'est mon imagination. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à créer un protocole où on a testé des choses sur des périodes de congestion, de non-congestion. Ouais. Bon, bref. Et après, c'est parti. Ouais. Tu vois, et donc, le sujet, il se trouve tout seul. Ouais, ok. Voilà. Parce qu'il y a à la fois de la veille scientifique, il y a à la fois de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Et c'est parti. Donc, on a été dans beaucoup de sujets de données. On va dans des sujets comme le profil force-vitesse, où on collabore un petit peu avec JB Morin. Ouais. On a aussi des thématiques qui sont liées à des analyses complexes du signal. Donc là, on va sur des mathématiques assez compliquées où on bosse avec mon directeur de thèse, Nicolas, qui lui est formé là-dessus maintenant, qui s'est formé tout seul. Donc des thématiques qui sont plus complexes, plus compliquées, mais qui peuvent être très intéressantes. Ouais. Cette année, on a eu la chance d'avoir un 1080. Donc on va sur de la recherche liée avec le 1080. Ouais. Voilà, donc l'éventail, petit à petit, il s'agrandit. Ouais. Mais c'est le contexte et on va chercher dans tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut faire. Et l'avantage que j'ai, c'est que je ne fais pas tout seul. Ouais. Voilà. J'ai des data analystes, j'ai des prépas physiques qui m'aident. Ouais. Et donc, du coup, si je vais sur le 1080, je vais aller voir le prépa qui gère la salle de muscu et je vais lui dire, OK, est-ce que tu te poses des questions par rapport à ton entraînement? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais tester? Ouais, j'aimerais bien tester ça. OK, tu vois, il y a le 1080, peut-être qu'on pourrait essayer de faire un truc en testing avec ça. Bon, c'est parti. Ouais. Le prépa terrain, tiens, sur les données, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, j'aimerais bien tester. OK, tiens, on va réfléchir à ça. En réathlé, pareil. Ouais. Tu vois, et partout, on va voir. On va même dans la nutrition. On va avec les kinés, sur des études de cas. Ouais. On essaie d'écrire un peu dans tout. Ouais. Alors, tout ne sortira pas. Non, bien sûr. Parce qu'il y a des choses qui restent pour nous. Ouais. Et il y a des choses qu'il faut qu'ils nous impactent rapidement. Mais par contre, je pense qu'un des objectifs de la recherche est d'aller chercher la publication, même quand tu es dans un club de foot, c'est que ça t'oblige à l'excellence. Jusqu'au bout, tu dois faire le travail. Et c'est pas simplement... J'ai mis en place un protocole qui peut peut-être être un peu bancal, parce que je sais que je vais pas publier, donc je vais être un peu moins regardant. Je vais faire mes stats, mais je vais peut-être pas aller chercher l'outil précis de statistiques que je devrais faire. Ouais. Et derrière, je vais juste écrire mes résultats, je vais juste mettre en avant ce qui m'intéresse, et je vais le présenter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que le protocole il soit carré, que les stats elles soient carrées, que les résultats, si j'ai pas de résultats, c'est déjà un résultat. Et je vais le présenter à tout le monde. Sûr. Voilà. Et derrière, je vais écrire. Pourquoi je vais écrire? Parce que ça va m'obliger à encore confronter mes résultats avec la littérature. Et je vais aller publier. Et pourquoi je vais essayer d'aller publier? Parce que je vais avoir un retour des reviewers. Et qu'eux, ils vont me faire un retour qui n'est pas biaisé. Ils sont pas biaisés par « Ah ouais, t'as vu, c'est le RC Lens. » Non, ils savent pas qui je suis, ils savent pas qui on est. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire. Dans tout ce qu'on essaye de faire. Alors par contre, ça nous prend énormément de temps. Parce que la recherche, c'est long, les publications, c'est long. Sûr. Mais par contre, c'est passionnant parce qu'on va dans plein de domaines. Et c'est pour ça qu'aussi, par rapport à la question de la veille scientifique, moi, j'essaye de me limiter par rapport à ce que je lis. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lis un papier, je me dis, putain, on pourrait faire ça. Est-ce qu'on peut pas aller chercher on peut aller faire ça. Et ça, et ça. Et en fait, tu te perds au bout d'un moment. Donc là, tu vois, on mène de front quasiment 10 projets de recherche. Ouais. Ah oui, quand même. Bon, là, je peux pas... je vais déjà limiter à ça, on va bien faire ça. Ouais. Et ok. voilà. Mais du coup, c'est le contexte, l'interaction des contextes, de tout ce que tu as à disposition, des ressources. Et au final, c'est le contexte pro, je pense que c'est une vraie chance par rapport à ça. Bien sûr. Si je rebondis justement, tu as un peu répondu à ma question sur comment on fait cohabiter un peu cette rigueur scientifique. Et justement, j'y ai pensé pendant que tu me disais ça.
c'est au final, est-ce que cette science, elle peut pas apporter ça aussi et de contrer des fois un peu ce biais et même si on essaie de le contrer, je pense qu'on a tous un préparateur physique, c'est un peu ce biais de confirmation de se dire, même quand moi j'ai mon pré-testing et mon post-testing, ah ben j'ai bien bossé. Et des fois faire preuve d'un peu de largesse sur, même si on est un peu conscient des petites largesses qu'il y a eu, est-ce que cette rigueur scientifique, c'est pas aussi, c'est genre, entre guillemets, cette honnêteté intellectuelle envers soi-même de se dire, ok, on va pousser les choses vraiment avec la rigueur qu'il faudrait, et au moins on est sûr d'avoir quelque chose de fiable, quelque chose qui peut avoir du sens, et justement des fois un peu contrer ce biais naturel, alors que on essaye, en tout cas pour ma part, si je prends mon exemple, j'essaie de contrer ce biais de me dire, ok, là j'ai bien bossé parce que j'arrive à voir, j'essaie de contrer ça, mais est-ce que cette rigueur scientifique, c'est aussi pas un peu cette opportunité de vraiment avoir l'exigence qu'il faut pour mettre en place les choses et en tirer Ouais, quelque chose? alors je pense que quand tu es impliqué dans le process de planification, de choix des contenus, naturellement, tu as un petit côté où tu te dis ce que j'ai fait, c'est bien. Ouais. Bon, ça, c'est Toujours. naturel. J'ai la chance que moi, je ne suis que préparateur physique adjoint. Ouais. Donc, je suis là pour aider tous les préparateurs physiques. Donc, on va dire que je me détache de ça. Ouais. Et aujourd'hui, la thèse, comme je te disais, m'a amené ce côté critique. Ouais. Donc, j'ai pas de problème à dire à quelqu'un, OK, ce qu'on a fait, parce que je me mets dedans, Ouais, on est un staff, bien sûr. on aurait pu faire mieux. Ouais. Mais de toute façon, celui qui te dit ce qu'on a fait, c'est parfait, c'est faux. Ouais, Tu sais ouais. que c'est faux. Ouais, bien sûr. Voilà, on aurait toujours pu faire mieux. Maintenant, il va falloir essayer d'aller trouver là où on aurait pu faire mieux. Parce que si, par exemple, on prend un protocole de réathlé, il y a d'autres personnes qui vont arriver derrière. Parce que des blessures, on va encore en avoir. Ouais. Donc, savoir ce qui n'a pas super bien marché pour essayer de le changer, c'est bien. Je vais te prendre un exemple. Il y a une des études qu'on a fait cette année, qu'on va essayer de publier, sur les oppositions. Ouais. À J-3, on fait toujours des oppositions. En tout cas, très souvent. Donc 11 contre 11. Et on change parfois les tailles de terrain. Ouais. Donc, tu vois, on va aller sur du 72 mètres, donc surface, Ouais. 88 mètres, 83 mètres, pardon, point de penalty, ou du 105 mètres, c'est-à-dire tout terrain. Et la question naturelle, c'est quoi le mieux, en fait Déjà, c'est quoi ton objectif à travers ce contenu Notre objectif à travers ce contenu, il est clair, c'est au minimum reproduire la compétition, au mieux la dépasser. Parce qu'on veut développer nos joueurs. On est dans une phase où on veut développer nos joueurs, on a J-3, on veut faire mieux. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à répondre à cette question. C'est quoi le mieux 72, 83, 105. Et donc, du coup, on a fait notre protocole, on a mis en place, on a pris toutes les données de nos joueurs, on a tout exprimé en termes d'efforts par minute, que ce soit des mètres par minute, la distance au-dessus de 25 par minute, du nombre d'accélérations par minute, etc., qu'on a comparé à la compétition. Ce que fait le même athlète sur 90 minutes. Et là, j'ai deux choix. Soit, comme tu dis, je vais sur mon biais de confirmation en disant non, c'est bien ce qu'on fait. C'était pas mal. Ou alors, j'ai mon honnêteté, ma rigueur scientifique, et je m'aperçois que 72, 83, 105, si mon objectif c'est de faire la distance à haute intensité, on n'y arrive jamais. Je suis à des années-lumière de la compétition. Donc après, tu as deux choix. Encore une fois, c'est soit tu te couvres en disant non, ce qu'on fait c'est bien, ou alors tu vois ça comme une opportunité de te dire aujourd'hui, dans ce qu'on fait, ça suffit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre staff, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, on est aligné sur le fait de dire on s'en fout d'avoir tort. Ce qu'on veut, c'est être les meilleurs. En tout cas, s'améliorer. Donc à partir du moment où tu as ce point de vue-là, tu sais que ok, on va aller chercher les objectifs, on va aller chercher les contenus, les contraintes qui vont nous permettre de. À partir du moment où on a dit ça, on commence à chercher des solutions. Bien sûr. Voilà. C'est juste ça. Mais on n'est pas dans ok, il faut qu'on dise que ce qu'on fait c'est bien. Voilà. Mais dans tous les cas, et tu vois, je pourrais très bien dire je vais pas le publier ça. Parce qu'en fait t'as pas montré ce que tu pensais montrer. C'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif de la recherche, c'est pas ça. L'objectif de l'entraînement, c'est pas ça. L'objectif, c'est de dire ok, on a ça, et du coup, ma rigueur scientifique va faire que je vais aller confronter mes résultats avec ce qui se fait dans la littérature. Peut-être que je vais trouver des choses qui vont m'aider. Et si les gens publiaient pas, je trouverais pas. Bien sûr. Donc nous, on va juste apporter une toute petite pierre à l'édifice. Et voilà. Et jusqu'au bout, on va faire notre travail. Si du coup on passe un peu sur une dernière partie sur ta vision de la performance, de comment tes expériences t'ont apporté sur ta vision de la prépa physique, quels seraient toi un peu tes trois piliers que tu dis dans n'importe quel contexte? Moi j'ai ce pilier-là, ce pilier-là, ce pilier-là, c'est indispensable. Et après ça peut prendre n'importe quelle forme, mais tu as un pilier, je sais pas moi, je sais pas, peut-être sur l'aspect force. Tu
sais que c'est un pilier sur lequel tu vas, dans tous les contextes, devoir t'appuyer si tu dois aller chercher quelque chose de stimulant pour la performance, pour le développement. Est-ce que toi, tu as des repères comme ça ou qu'importe le contexte, tu sais que tu as une base solide sur laquelle tu t'appuies dans ta vision de la performance? Au-delà, tu as des aspects qu'on a déjà évoqués un peu des principes d'entraînement un peu classiques que je pense on applique maintenant un peu tous, mais est-ce qu'il y a quand même une voie où, moi, si je prends l'exemple, je sais que moi, sur l'aspect justement explosivité et force, je sais que qu'importe le contexte, je vais essayer de l'apporter, alors de différentes manières, mais c'est quelque chose qui, moi, guide vraiment ma vision aujourd'hui de la performance. Et j'ai vraiment ce prisme où, même sur du pro, du développement, je vais chercher à venir chercher à optimiser tout ce que je peux maîtriser sur l'explo, que ce soit des RSI, des CMJ avec du RSI modifié, des watts par kilo, avec le 1080, tout ce qui sera sur la puissance horizontale aussi. Voilà, je sais que je vais graviter un peu autour de tout ça, alors différentes formes, contextes, publics, etc. Mais c'est un vrai pilier que j'ai. Est-ce que toi, tu as quelque chose comme ça un peu de directeur dans ta vision? Ouais. Je pense que... Alors moi, j'appelle ça mes principes. Ouais. Mais le premier, je dirais, c'est de mettre la qualité avant la quantité. Ouais. Donc à travers ça, ça va être les efforts plutôt courts, Ouais. donc plutôt tout ce qui va être aspect force. Ouais. Parce que dans ma conception, et là, forcément, en ayant été formé à Dijon, forcément, je suis un peu éduqué à ça, Ouais. mais je pense que la force est la qualité prédominante par Ouais. rapport aux autres, et que quelqu'un de fort, ça va se ressentir sur toutes les autres qualités physiques, Ouais. ce qui n'est pas forcément vrai, et ce qui est même pas vrai pour le reste. Ouais. Simplement, je veux dire, tu gagnes en force, tu vas gagner en économie de course, Ouais. donc tu Bien vas sûr. être meilleur d'un point de vue aérobie, on va dire. Par contre, c'est pas parce que tu cours plus longtemps que tu Non. seras meilleur en force. Non. Si on essaie d'être très réducteur. Ouais. Donc, mettre la qualité avant la quantité, ça veut dire ça. Mais ça veut aussi dire qu'il faut définir des objectifs clairs. Et donc, du coup, ma qualité, ce que je recherche en priorité, je vais le faire, si on parle de planification, en début de semaine. Parce que c'est mon objectif principal. Voilà. Je vais pas faire quelque chose dont c'est mon objectif principal plus tard, parce que je serai dans un état plus fatigué. Et donc, du coup, je vais être moins qualitatif. Et je vais du coup aller plus sur du quantitatif. Ouais. Par exemple, si on prend l'exemple de la salle de musculation, je vais pas mettre mon squat à 5 RM en fin de séance, une fois que j'ai fait tous mes mouvements d'isolation, parce qu'en fait, c'est plus mon 5 RM. Ouais. Enfin, c'est un 5 RM, mais c'est pas mon vrai 5 RM. Qui est impacté par ce que tu as fait avant. Donc ça c'est le cas également. Ok. Ensuite, dans ce qui me guide, il y a forcément... si on va plus large, on va dire qu'il y a le fait de se nourrir aussi des compétences de chacun. Ouais. C'est-à-dire, tu l'as certainement vu dans les préparateurs physiques avec lesquels tu as travaillé, tu as des gens qui sont excellents sur le terrain. Ouais. Par contre, l'aspect théorique, c'est pas forcément leur truc. Tu as des gens qui, au niveau théorique, sont exceptionnels. Par contre, le terrain, c'est pas trop leur truc. Et aujourd'hui, c'est notamment ce que fait très bien Benoît à Lens, c'est d'être capable de cerner les qualités de chacun et vraiment d'appuyer là où ça va nous permettre d'être meilleurs. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai pour les staffs, mais c'est vrai pour les joueurs. Chaque joueur a ses qualités. Et va falloir parler à chaque joueur différemment. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas formé au départ. Non. Et tu l'apprends sur le terrain. Ouais. Mais trouver les leviers pour chaque athlète, pour chaque staff, c'est primordial. Ouais. Vraiment primordial. Et aujourd'hui, tu vas pas gérer ton joueur A comme tu gères ton joueur B. Il y a des joueurs, faut leur rentrer dedans. Il y a des joueurs, faut leur donner de l'amour. Ouais, bien sûr. En étant... Ouais. Et donc ça, de comprendre en fait la nature de la personne, et ça revient sur, du coup, ce principe-là qui est l'individualisation. En fait, c'est juste ça. Ouais. Voilà. Donc le deuxième principe, je te dirais que c'est l'individualisation. Parce que c'est à la fois comment tu vas parler à quelqu'un, comment tu vas l'entraîner, comment tu vas t'adapter, comment il récupère. Ouais. Et ça, comprendre comment fonctionne chacun, c'est déterminant. Ouais. Tu vois, dans une des études de la thèse qu'on avait fait sur l'inversion J-3, J-2, c'est quelque chose que je présente quand je fais les cours sur ce sujet-là. Tu as ce qu'on trouve à l'échelle du groupe. En fait, quand tu fais J-4, J-3,
Ou alors quand tu fais J-4 et J-2, bah, tu t'aperçois que sur l'état physique, sur certains tests, ceux qu'on fait J-4, J-2, enfin quand on fait J-4, J-2, t'es meilleur que quand tu fais J-4, J-3. Ouais. Donc ça, c'est à l'échelle du groupe. T'as ton histogramme, tu vois bien, bam, bam. Ouais. Et là, d'un coup, tu fais apparaître les points, des comportements individuels. Et t'as des joueurs, c'est l'inverse. Ouais. Et là, maintenant, comment on fait? Ouais. Je peux pas faire 2 planifications différentes. Non. Mais par contre, je peux peut-être aider chacun. Ouais. Voilà. Donc comprendre comment il va fonctionner et essayer de m'adapter à ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Mais en même temps, si t'essayes pas, t'y arrives pas. Non, bien sûr. Tu vois. Ouais. Donc ça c'est déterminant. Donc, on va dire qu'à travers ces 2 points-là, déjà, t'englobes énormément t'as pas mal de choses. Voilà. Et c'est vrai Après, si je dois t'en donner un troisième, bah, ça va juste être de respecter les principes fondamentaux. Oui. Voilà. Donc, je te parle d'individualisation. On va parler de variation, comme on l'a dit. Ouais. On va parler de spécificité. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure, si tu fais du CMJ, tu vas progresser sur le CMJ. Bah, c'est évident. Voilà. Donc, si tu veux progresser dans quelque chose, il faut le faire. Il y a aussi ce qui va être la gestion de la charge de travail. Donc, à partir de là, je te parle du monitoring, mais je te parle aussi il faut une quantité de charge suffisante pour développer quoi que ce soit. Ouais. Un des principes, c'est aussi la réversibilité. Tu arrêtes d'entraîner quelque chose, tu perds. Bien sûr. Donc, la question de quand est-ce qu'il faut que tu remettes un stimulus pour avoir des gains, ou en tout cas pas perdre, remettre en place le process, tu vois. sûr. Et donc là, tu arrives sur un principe de périodicité. Quand est-ce que je fais fort? Quand est-ce que je fais moins fort? Quand est-ce que je cherche à développer? Quand est-ce que je cherche à récupérer? Donc on va dire que les 3, en fait, je t'en donne plein d'autres. Non, mais voilà, l'idée c'est ça. C'est pour ça que dans le titre de la thèse, on avait mis vers une reconsidération des principes fondamentaux de l'entraînement. Parce que je pense que des fois, on les oublie un peu. Ouais, totalement d'accord. Et puis comme on disait, avec justement un peu les différents intervenants qui n'ont pas cette même vision, ce même prisme de tous ces principes-là. Si je rebondis un peu justement sur ce qu'a dit là, c'était intéressant quand on vient sur justement individualisation, monitoring, etc. Moi, j'ai par mes aspirations et mon expérience, un fort attrait aussi vers l'aspect subjectif, notamment avec les travaux de Stéphane Morin, de tout ce qu'il met en place. Toi, comment ça prend de la place? Comment dans ta pratique, dans la recherche aussi, à quel niveau tu le places? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je t'appuie beaucoup? Sans justement dire, et pour le coup, ça c'est encore... si je prends un peu à contre-pied Stéphane Morin là-dessus, c'est quelque chose qui peut apporter énormément de choses, mais c'est pas non plus indispensable comme tout outil, comme tout concept mis en place. Comment tu te situes toi dans ton repère de performance et ta vision? Alors, je pense que c'est important. Ça, c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire d'avoir un monitoring qui va être à la fois objectif et subjectif, physique, psychologique. Ça, c'est déterminant. Maintenant, si je reviens un peu en arrière sur les années que j'ai passées, sur mon expérience, quand j'étais à Dijon, au tout départ, j'avais pas de GPS au tout départ. Donc, la première chose que j'ai fait, ça a été d'intégrer la RPE. Parce que il me fallait un indicateur qui me permette de savoir ce que je faisais dans mes séances. Donc, je mettais ma RPE sur ce que j'attendais, la RPE des joueurs, et je voyais les écarts. Ça m'a permis de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Ça, c'est la chose que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. RPE, j'ai intégré progressivement les questionnaires qu'on avait mis dans la thèse, donc du Hooper questionnaire, assez simple, qu'on a modifié assez rapidement parce que les données de stress pour un jeune, il va jamais te dire qu'il est stressé. Bon, chez les adultes, c'est un peu pareil. Mais c'est très rare qu'ils disent qu'il est stressé, donc on a modifié des choses. On est proche de la perf, etc. Donc, voilà. Et tu vois, d'ailleurs, cette année, à Lens, on fait pas le questionnaire veille de match parce qu'on sait qu'ils sont inutilisables. Ok. Parce que les mecs, ils disent tous qu'ils sont à fond, alors qu'ils veulent jouer, c'est normal. Ouais, bien sûr, c'est normal. Donc ça, c'est... je fais mes 4 ans à Dijon et ça se passe comme ça. Et au fond de moi, j'ai ce côté où je me dis, je suis pas fan de la RPE, quand même. Tu vois, je sais pas quoi en faire, je sais pas quoi en tirer. En soi, je sais quoi en faire et quoi en tirer. Oui, ça donne un repère. L'attrait que les joueurs ont à ça et l'objectivité qu'ils te donnent, je suis pas convaincu. Tu vois, dans ma pratique personnelle de sportif, j'utilise la RPE. Et je me rends compte de la difficulté que c'est de noter. Donc je me dis, quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas aussi une lucidité, une connaissance de son corps, de ses efforts super développés, est-ce qu'il y arrive vraiment? Éduquer aussi. Donc t'as ça. Et t'as aussi le côté où ça m'est arrivé plusieurs fois, où on fait une grosse séance, J-4 ou J-3, et je demande les RPE, t'as un joueur qui te dit 4. Et là, t'as le coach qui arrive derrière qui dit, comment ça 4? Non, mais là, si tu mets 4, c'est pas possible, c'est que t'as rien donné.
Et t'as le joueur qui fait non, mais je voulais dire 7. Et tu peux être sûr qu'après, tu t'aperçois qu'en fait, les joueurs, ils apprennent la planif par cœur. Bien sûr. Et qu'en fait, ils savent qu'à J-5, c'est temps. Et c'est Ça- temps, et c'est temps, et c'est temps, et c'est temps. Et comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas de problème. Ouais. Et du coup, je sors de ces 4 années où je me dis, je suis pas convaincu. Donc, je me dis, allez, tu sais quoi, l'année prochaine, au PFC, j'arrive, je le fais pas. Ouais. Et j'arrive, ça plaît pas Ouais. au coach, ça plaît pas au directeur du centre Ouais. parce qu'ils étaient à fond dessus. Et je leur dis, cette année, je fais pas. Je veux pas le faire. Ouais. Quelques discussions pour Ouais. convaincre, Ouais. et au final, on le fait pas. Ok. Et j'ai jamais eu autant de discussions avec mes joueurs qu'en C'est le vrai faisant pas. Ah ouais. Et j'ai jamais eu T'as une senti, telle relation avec mes joueurs qu'en le faisant pas. Ok. Parce qu'en fait, en le faisant pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de me cacher derrière les chiffres. Et j'ai été les voir, chacun, tous les jours, en disant, comment tu vas? Juste ça. Ouais, bien sûr. Comment tu te sens? Alors, j'ai pas de chiffres. Non. J'ai pas de données. Ouais. Mais j'ai un ressenti qui est tellement puissant. Ouais. Voilà. Alors, ça veut pas dire que tu dois pas le faire pour Non, avoir du bien sûr. ressenti. Oui. Tu peux aussi avoir le questionnaire qui t'amène à l'échange. Et Oui. aujourd'hui, je pense que la complémentarité, elle est importante. Bien sûr. Tu vois. Et comme on le fait cette année, on n'a pas de téléphone pour le faire, on n'a pas de tablette pour le faire. On a un prépa qui passe et qui relève. Ok. Et s'il détecte un truc un peu bizarre, dans comment l'autre répond, comment le joueur répond, bah, il discute. Ok. Et là, il y a de l'échange. Et cette personne-là qui est tellement forte pour ça, qui a une proximité avec les joueurs folle. Ouais. Et ça, quand je te dis que tu vois, as des compétences différentes sur les prépas, lui, c'est exceptionnel. Ouais. Et il est capable de te dire, il a un ressenti sur le groupe qui est extraordinaire. Ouais. De dire, ok, aujourd'hui, là, ils sont... Pourtant, des fois, les notes changent pas. Ouais, bien sûr. Mais il est capable de dire, Ouais. là, Ouais. et il sent le groupe. Ouais, bien Voilà. sûr. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle. Donc, oui, c'est important. Déjà, quand t'as rien, bah, c'est facile à mettre en place, donc faut le faire. Et ça te permet d'apprendre plein de Oui, ça, choses. c'est toujours un repère. Quand j'ai commencé, que j'avais pas de GPS, rien, bah, c'était super. Ça te fait une donnée. Maintenant, voilà, je m'en détache un peu parce que faut aussi être honnête, le temps que ça te prend à récolter, le temps que ça te prend à analyser, c'est pas simple. Et analyser, c'est pas simple. Et si tu le fais pas de manière longitudinale, dans des contextes qui sont comparables, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça bah, en fait, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, T'as pas de rigueur derrière. ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement difficile. Non, je suis d'accord. Il faut être rigoureux, comme tu as dit, justement, sur la mise en place, la récurrence, etc. Et en fait, aussi, c'est toujours ce biais-là, c'est de dire qu'il y a un outil, mais qui ne doit pas cacher, en fait, le reste du travail, et notamment cet aspect proximité, empathie, aller comprendre le joueur, qu'est-ce qu'il ressent sur la séance. Et c'est un peu la même chose que si je prends un peu le parallèle, mais sur même un monitoring en J+2, un RSI modifié sur CMJ. C'est pas parce que tu vas avoir ton RSI modifié que tu vas forcément qu'il se dégrade, je sais pas moi, si on prend la norme de 10%, que ça s'allumait, ok, c'est bon, je sais que lui, on est comme ça. Ouais. C'est derrière, ça doit toujours engager une correspondance avec peut-être un subjectif, une discussion avec un autre staff qui a consulté le joueur, aller consulter le joueur directement. Des fois, c'est un peu ce truc qui est un peu difficile. Et notamment, en fait, moi, ce qui me dérangeait un peu là-dedans au départ, c'est la façon dont ça nous a été amené. De dire, RPE fois volume, hop, t'as ta quantification de la charge. Et avec ça, tu sais globalement comment t'as exposé ton joueur à une contrainte. Sauf qu'en fait, c'est quand même bien plus compliqué que ça et qu'au final, le chiffre, il te guide pas forcément dans ta conduite derrière de je fais quoi avec ce joueur. Et c'est un peu le penchant de se dire... Ouais, et puis, tu vois, sur tous ces outils, alors, on a eu le cas cette année avec un blessé, où les kinés s'en sont beaucoup occupés. Et les questions au départ, c'était comment toi tu ferais le monitoring, etc. Et donc, je leur ai détaillé toutes les options qu'ils avaient, et puis ils ont essayé. Ouais. Et tu t'aperçois que pour un mec qui revient de blessure, le tonnage, ça marche pas. Ouais. Parce qu'en fait, il va progresser. Ouais. Donc, tes volumes, ils vont augmenter. T'es en surcharge. Tes RPE, en muscu, bon, dur. moyen. Dur. Voilà. Pareil, expérience, éducation autour. Et derrière, une fois qu'il est un peu mieux, on commence à faire du CMJ. Et tu te dis, bon, c'est bien, on va chercher des indicateurs, on s'appuie sur des papiers qui montrent, voilà, comme tu dis, les RSI, les time to peak power, des choses comme ça, où tu vas dans le détail sur les plateformes de force, tu fais les choses bien, tu mets en place des choses, tu fais du Z-score, bien, nickel. Et tu regardes tout ton truc, et tu te dis, mais comment j'analyse ça ? Et en fait, tu vois que le mec, il n'est pas moins fatigué maintenant qu'il était il y a 8 semaines. Il a progressé. C'est juste ça. Oui, bien sûr. Donc quand tu le fais au centre de formation, c'est super dur parce qu'en fait les mecs progressent. Et tu fais comment ? Et on en revient aussi
Ça me fait penser au biais de confirmation, c'est que dans un centre de formation, c'est facile d'être un bon prépa. Ouais, bien Quoi sûr. que tu fasses, le mec il progresse. tu Ouais, vois. ouais. À cet Donc, âge-là, Et après, pour revenir sur ce que tu disais sur les données, sur les charges, sur quand on parle session RPE, RPE fois volume, quand on parle de ratio de charge aiguë, charge chronique. Bon, déjà, quand tu regardes le ratio, les chiffres qui sont donnés, au-delà de 1,2, 1,3, pour y aller au-delà, faut envoyer une sacrée charge. Hein. Ouais. Faut envoyer un truc que le mec, il a pas du tout l'habitude de faire. Ouais. Et à côté de ça, t'as ton mec qui revient de blessure, il fait sa première semaine, il est à 3, il va se blesser. Non, c'est juste qu'il a rien fait avant. Ouais, c'est toujours... Donc tes données... déjà, le ratio, juste sur la relation mathématique, j'y crois pas trop. Non, d'accord. Par contre, tous ces outils-là, pour moi, ils te fournissent un guide. Ouais, tu peux t'appuyer dessus. Tu vois. Et tu confrontes à d'autres. Et tu navigues. Ouais. Voilà, et tu navigues, et tu regardes. Mais on en revient toujours au même. Quand tu parles de la blessure, c'est trop facile de dire, lui, s'il s'entraîne, il va se blesser. Ouais, mais tant que tu l'as pas mis, tu ne sauras pas. Ouais. Donc la seule manière de le faire, on le met, et s'il se blesse, t'avais raison. Ouais. Mais je pense qu'on va pas le faire. Et puis même on va pas aller jusque-là. Et même si ça se passe, il faut toujours aller chercher du coup derrière aussi le contexte, psycho, est-ce que l'environnement, machin, est-ce que c'est l'indicateur que toi t'as analysé, ou est-ce qu'en fait il y a d'autres indicateurs qui étaient allumés déjà depuis 2 semaines et que t'as pas vu, et en fait t'as juste cru que celui-là était bon, et du coup... Donc ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Non, bien sûr. Parce que... toujours, mais il faut être un peu humble sur ces choses-là. Exactement. Et c'est juste en ajoutant plein de pièces dans un puzzle qui est très très grand, dont on connaît même pas aujourd'hui, même avec toute la recherche qu'on fait, la taille complète, que tu vas avoir une image qui peut avoir un peu de sens. Mais même quand tu as tout bien fait, bon, il y a d'autres choses par à contre, côté. il faut essayer. Il faut essayer, il faut continuer, il faut tester des choses, il faut tester des indicateurs. Cette année, on a créé des indicateurs qui n'existent nulle part ailleurs, sur des choses qu'on sait théoriquement, des convictions personnelles, et on teste. Voilà. Et il y a des choses qui marchent. On a l'impression. Il y a des choses où on voit direct, ça marche pas. Bon, bah, c'est pas grave, on va adapter, on change, on avance. C'est que ça. Ça revient un peu de toute façon au cœur du métier, c'est de se dire que rien d'aujourd'hui qui est vrai et d'acquis l'est forcément demain. Donc c'est toujours ce processus de remettre en question. T'as à la fois ce côté, c'est pas sûr que ça sera bon demain. Oui. Tu vois, d'un point de vue déjà des données que tu récoltes. Aujourd'hui, ces données-là, avec ces données-là, le mec, il est bien. Ça se trouve, dans 3 semaines, avec ces données-là, il est pas bien. D'un autre côté, ça, c'est quelque chose dont j'en ai un peu marre d'entendre toujours ce truc de « Oh, la prépa, c'est cyclique. Il y a 10 ans, on faisait ça, on l'a plus fait pendant 10 ans, et là, dans 2 ans, on va refaire la même chose. » Non. Oui, c'est cyclique parce que tu as des gens qui redécouvrent des choses et qui ont l'impression d'avoir découvert quelque chose. Mais en fait, la prépa, elle n'a pas changé. L'entraînement sportif, il n'a pas changé. Ça a toujours été la même chose. Et c'est pour ça qu'on parle de principe de l'entraînement. Parce que ça n'a pas changé. Et ça changera jamais. Non. Jamais. Voilà. Par contre, oui, on a l'impression qu'il y a toujours des choses qui sortent et qu'il y a des modes. Mais si tu suis les modes, c'est que tu n'as pas compris, je pense, l'essence du métier et l'essence de l'entraînement, en fait. Bien sûr. Donc, voilà, il y a à la fois ce côté, ça sert à rien de chercher à révolutionner tout. Les choses, on les connaît, et aujourd'hui, dans la recherche scientifique, notamment dans le sport, t'as pas de découverte majeure. Non. Tu vois, sur notre métier, dans le foot, t'auras pas de découverte majeure. Elles ont déjà été faites. Par contre, t'auras des petites optimisations. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va chercher. Exactement. Voilà. Ça va être des modèles de planif, ça va être des choses comme ça, mais l'entraînement, il change pas. Non, les principes de base, ils sont là, les méthodes de base, elles sont là. Si là, on prend un peu les derniers cas à la mode, mais si on prend l'isométrie, on regarde les années 80, Werner Günther, il y avait l'isométrie. Exactement. Il y avait l'isométrie où on maintient et l'isométrie où on pousse. Donc ça existait déjà, c'est parti, mais oui, ça revient, c'est des phénomènes. Mais c'est toujours être conscient que les grandes bases, je pense qu'elles sont bien mises en place. Et après, comme tu as dit, c'est le détail, c'est justement peut-être là où ça peut changer, c'est vraiment peut-être le contexte. Si on prend le contexte football, l'augmentation du nombre de compétitions, les enjeux qui augmentent, les tailles d'effectifs, les modifications, même tu vois, si je reprends un peu les règles de jeu, 5 changements avant C3, c'est peut-être tous ces changements-là qui font qu'on considère des choses différemment, mais que globalement, la façon d'entraîner et les réactions qu'il va y avoir à ça,
on sait un peu à quoi s'attendre de manière globale. Donc, ouais, et puis comme tu dis, le contexte, aujourd'hui, est-ce que nous, au RC Lens, on fait la même année que le PSG? Non. Aujourd'hui, nous, cette année, on va faire 37 matchs compétitifs. Eux, Ouais. je n'ose même pas savoir comment ils vont en faire. Ouais. Ouais, ils vont pas loin d'être du double. Ouais, je pense. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, dire dans le foot, il faut s'entraîner comme ça, non. Dur. Non. C'est pas vrai. Ouais. Déjà, on est un des seuls sports, je pense, où on va aussi peu dans la salle de musculation. Oui. Ce que je comprends pas. Non. On part du principe qu'un footballeur doit pas en faire. Mais non. Non. C'est pas vrai, en fait. Non. C'est pas vrai. Si on prend les principes de base de l'entraînement. Aujourd'hui, te dire que si j'ai les mains libres, je vais faire squatter un mec à 200 kilos avec les pros, non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils savent pas le faire. Non. Donc c'est sûr que demain, je vais pas y aller. Mais c'était la vision que j'avais quand j'étais au centre de formation, que maintenant j'ai toujours chez les pros, c'est que quand j'étais au centre, je disais, un joueur qui a été formé chez nous à l'école de foot et la préformation, il doit avoir les bases pour que quand il arrive chez moi, ça soit facile. Et de la même manière, j'essayais de donner les bases à mes athlètes pour que quand ils passent chez les pros, ils aient ce qu'il faut. Ouais. Ils vont à tout et là, panel. aujourd'hui, quand tu es chez les pros, c'est pareil. Ouais. Tu as l'attente que des mecs qui ont connu un cursus centre de formation, ils arrivent avec les bases. Le mec, il sait faire un soulevé de terre, il sait faire un squat, il a vécu ces situations-là. Tu vois Et aujourd'hui, quand c'est bien fait, tu vois des garçons de centre de formation qui arrivent et qui sont déjà capables de faire bien plus en termes de charge, pas forcément muscu, mais de charge de travail, ouais, bien sûr. Que des joueurs qui sont pros, mais qui ont eu... pour qui ça a été un peu moins bien fait, je pense. Moins cette éducation, et moins de cette panel. éducation à l'entraînement, parce que quand tu vois dans d'autres sports ce qui se passe, je pense que là-dessus, on est en retard. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. Ouais, bien sûr. Rugby, même basket, quand on voit qu'en basket, on sort d'un match, on peut aller... et ils jouent plus souvent que nous. Aller chercher des contraintes pour justement engendrer la progression. C'est des questions qu'on a pas encore forcément au football. On essaye, je pense, d'y arriver dans certains endroits. Mais ça prend du temps. Si on finit par une petite partie un peu sur ta profession actuelle, si je prends une journée type aujourd'hui pour toi au club, à quoi ça ressemble un peu maintenant ? Alors nos journées, elles commencent toujours par ce qu'on appelle un scrum. Donc c'est une réunion qui va concerner le médical et l'aspect préparation physique, nutritionniste, diététicien. Où là, on va faire un point sur tout ce qui est blessé. Voilà. Donc ça, c'est notre rendez-vous matinal. Donc généralement, on commence cette réunion, il est 7h45. Donc nous, on arrive un peu plus tôt, aux alentours de 7h, 7h15, histoire de se mettre en place. Derrière ça, on déjeune ensemble. Ensuite, on va dire qu'il est à peu près 8h15. La séance commence à 10h en salle, muscu. Donc d'ici là, on a chacun du temps pour notre métier. Donc moi, dans mon cas, je vais continuer mes projets de recherche. Voilà, donc ça peut aller dans plein de directions différentes, mais en tout cas, c'est un temps qui m'est dédié. Ensuite, on passe en salle de musculation. Donc, sur ce rôle d'adjoint, je vais être en salle de musculation pour aider le prépa qui est référent de la salle. Donc, que ce soit pour des préventions individuelles, que ce soit pour des circuits collectifs. Donc là, ça, on a 30 à 40 minutes, à peu près. À 10h45, on commence l'entraînement. Donc, suivant le jour, ça va durer entre 50 minutes et 1h15, 1h30. Voilà, donc là, sur le terrain, j'ai pas de rôle dédié. Je vais être en observation, je vais être en appui du responsable de la perf. Je vais être en appui du responsable du terrain, où je vais aider sur les échauffements. Et après, sur le reste de la séance, je peux être à la source, je peux aider à récupérer le matériel. Ça peut être vraiment très large. J'ai pas de rôle dédié là-dessus. Voilà, par contre, je suis dans l'observation et c'est important aussi. Derrière la séance, par contre, là, c'est moi qui vais gérer tout ce qui est GPS, donc exportation. Donc en sachant qu'on a deux parties sur le GPS, il y a une partie où c'est le data analyst qui va gérer. Et moi, je récupère une autre partie où là où le data analyst va faire les rapports pour tout le monde, moi je vais faire des choses qui vont être un peu plus détaillées que pour le responsable de la perf et moi. Voilà, où on va dans des choses un peu plus précises, on essaie de comparer des choses qui sont comparables, comme je te disais, donc des J-3 avec des J-3 dans des contextes similaires, etc. Où là on teste aussi des nouvelles variables, comme je t'expliquais, de monitoring, de tout ça. Derrière on mange ensemble. Et l'après-midi, alors souvent on a des séances de musculation avec les jeunes du centre de formation qui sont
proches du groupe pro, Ok. qui sont sur un entre-deux. Ouais. Voilà, donc ça arrive 2 fois par semaine. Ok. Et le reste de l'après-midi, ça va être dédié, toujours pareil, à des projets de recherche, Ok. à avancer sur l'aspect R&D. Ouais. Donc ça peut être des réunions de travail, ça peut être, ça peut être très très large. Et j'essaye au maximum de finir ma journée en faisant du sport pour moi, Ouais. avant de rentrer. Et je rentre chez moi, il est généralement entre 19 et 20 heures. Ouais, donc des journées bien remplies. Ouais. Comme tout le monde. Ouais, hein. c'est ce Comme que tout j'allais le monde dire, dans je ce pense que métier-là. le Ouais. milieu veut ça. Ouais. Ok, super. Donc vraiment cet aspect recherche qui est un peu dans le fil de ta journée, avec Ouais. le terrain quand même qui est Ouais. toujours proche, les Toujours. interactions avec les différents intervenants. Ouais. C'est l'avantage aussi de mon métier, c'est que je collabore un peu avec tout le monde. Ouais. C'est super, ça. Et ça, pour le coup, c'est cool parce que je me nourris de tout le monde, j'apprends de tout le monde. J'ai la chance d'avoir touché un peu tous les métiers de la prépa, que ce soit la réathlée, la muscu ou le terrain. Ouais. Et donc là, tu peux. J'ai cette possibilité, via mon rôle, d'être capable de discuter avec les 3 personnes qui ont ces 3 rôles-là, de leur apporter des pistes de réflexion, Ouais. que eux m'apportent leur vision des choses, et ça nous permet d'échanger. Même avec le médical, on va avoir des échanges. Et donc ça c'est riche. Et l'avantage de discuter avec toutes ces personnes-là et d'avoir un pied en salle, d'avoir un pied sur le terrain, c'est que pour ma partie de R&D, j'ai des thématiques qui me viennent, Ouais. des pistes de réflexion, où des fois je me dis on pourrait peut-être faire un peu différemment, on pourrait peut-être améliorer certaines choses. Parce que les améliorations, elles vont pas être liées qu'à de la recherche, ça peut Non. être organisationnel, ça peut être... Bien sûr. voilà, donc Ok. ça va chercher un peu loin. Ouais, super. Et si pour finir, est-ce que tu aurais une piste de projet là actuellement sur laquelle tu travailles ou une direction dans laquelle tu prends? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais peut-être nous évoquer ou quelque chose qui te passionne actuellement sur justement cette partie recherche et développement? Ouais, alors pour moi, il y a 2 sujets dans la recherche qui me passionnent et qui, je pense, sont au cœur de notre métier. Ouais. Le premier, c'est la planif. Et ça fait maintenant quelques années que j'explore le sujet. Ouais. Et il y a un deuxième sujet qui me paraît déterminant et que j'aimerais explorer, mais qui va être très difficile à faire, c'est le désentraînement. Ok. Comme je te parlais tout à l'heure de réversibilité, c'est cette thématique de désentraînement, parce qu'aujourd'hui, si tu prends nos planifs, maintenant, c'est un peu acquis que toutes les semaines, il faut faire de la vitesse. Ouais. Donc on fait du sprint toutes les semaines, tu as La un dose aspect minimale. protecteur du risque de blessure, il y a un aspect aussi performance, quelque part. Bien sûr. Donc on part du principe que si on ne le fait pas toutes les semaines, il y a un risque qui est accru. Ouais. Voilà. Donc c'est une des thématiques du désentraînement. Ouais. Maintenant, en tant que prépa physique, être capable de dire mon rappel aérobie, mon intermittent ou quoi que ce soit, je sais qu'il va falloir que je le fasse toutes les 4 semaines pour que je conserve les bénéfices de ce qu'on a travaillé en pré-saison. Ouais. Et être capable de dire, pour tel individu, selon son profil, lui, c'est pas 4 semaines, mais c'est 3. Par contre, pour lui, c'est 5. Ouais. Et du coup, être capable de construire ses planifs par rapport à ça, ça me paraît être une thématique qui est déterminante, qui est très difficile à étudier. Ouais. Peut-être qu'il existe des pistes sur l'aspect hormonal. Je sais qu'il y en a qui étudient ça sur justement les entraînements combinés, sur les interférences, qui ont été chercher, voir si sur l'aspect moléculaire, hormonal, il n'y avait pas des pistes qui pourraient dire ok, toi tu es répondeur fort, toi tu es répondeur faible. Ça peut être aussi sur l'affûtage. Il y a des études qui étaient sorties, notamment celle de Bruno Marié dans sa thèse, où il montrait qu'il y avait des joueurs qui étaient plutôt répondeurs forts à l'affûtage, d'autres répondeurs faibles, donc certains qui ont besoin de plus de temps, moins de temps. Et je pense qu'on pourrait peut-être étudier ça sur, comme je te dis, l'aspect moléculaire, hormonal, qui pourrait nous dire, selon le profil de ce joueur-là, il y a des chances que lui, sur certains aspects de la performance, il ait plus tendance à progresser vite, mais du coup aussi à avoir une perte plus rapide. Quand d'autres vont avoir un maintien plus rapide. Tu vois. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'adorerais explorer. Aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité tout de suite maintenant, mais c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête, et si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai. Ok, je trouve ça passionnant, et ça me fait presque penser aussi un peu, si je prends moi ce que j'ai pu étudier un peu, c'est le neurotyping. On a peut-être un petit quelque chose aussi de proximal par rapport à ça, d'avoir une correspondance, alors pour le coup hormonal, par rapport à l'athlète, qu'est-ce qu'il a besoin, à quoi il réagit le mieux, et un peu son axe de progression. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et si je m'appuie un peu justement sur la dernière étude que vous avez publiée, il y a aussi un peu cette relation au temps de jeu et cet aspect compensatoire qui peut venir justement jouer un rôle là-dedans, de comment j'arrive à garder un niveau de charge déjà suffisant pour prévenir du sous-entraînement et des entraînements. Et après, comment j'arrive à avoir un niveau de charge peut-être des fois stimulant. Si on prend des fois sur les contextes même U19,
U19, je pense qu'on a des joueurs chaque week-end qui jouent 10 minutes. Donc, c'est comment on arrive à garder ce niveau de charge assez élevé et important pour élever tout ça. Ouais, bah, cet aspect compensation pour les joueurs qui jouent moins, aujourd'hui, maintenant, c'est établi, il est déterminant. Et tu vois, sur cet aspect biais de confirmation dont tu parlais tout à l'heure, un des premiers papiers qui sort sur ce sujet, c'est un papier qui a été fait par Liverpool, où ils montrent que leur compensation, en tout cas pour les non-starters, ils ont des charges sur l'année qui sont ridicules par rapport aux starters. C'est vrai. Et c'est un des premiers papiers où ils mettent en avant, ok, on fait quelque chose de mal. Tu vois. Et dans le papier qu'on vient de publier sur les worst case scénarios, où on regarde les volumes, les temps qui sont passés dans chaque zone du worst case scénario à l'entraînement et en match, bah, tu vois que ce biais de confirmation, on l'a pas parce qu'on montre qu'en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut partir du principe qu'on a pris tout ce qui était entraînement intégré. Donc, le dissocié, on l'a exclu. Parce que, bon, un worst case scénario de match, c'est à peu près 200-250 mètres en une minute. Si tu transfères ça sur de la course à pied, c'est 12 km/h. Donc, sur du dissocié, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, on avait pris en compte que le travail intégré. Et tu t'aperçois que sur les très hautes intensités, à l'entraînement, t'as pas de différence entre un starter et un non-starter. Et ça, que ce soit dans une période de congestion où tu vas jouer 4 matchs en 2 semaines, mais également dans une période où t'es pas en congestion, où tu joues 4 matchs en 4 semaines. Et où là, t'as des entraînements qui cherchent à aller chercher ces intensités-là. Donc, ça va encore une fois dans le sens que, aujourd'hui, la périodisation tactique, notre entraînement, je vais parler pour notre contexte, mais je sais que c'est lié à beaucoup de contextes, on va pas dire tous, mais beaucoup de contextes, notre planification ne reproduit pas la compétition. Alors que la base de la planification tactique, c'est ça. Donc, ça ne le fait pas pour un joueur qui joue, mais à la limite, il joue. Donc, il a quand même Donc, en fait, pour se rapprocher du match, il va faire le match. Il a le match. Il a tu vas pas l'amener à être plus performant, mais au moins, il a une certaine concurrence. Et c'est il a au pour moins ça cette constance. C'est pour ça aussi que les joueurs qui jouent au niveau européen conservent un niveau de perf parce qu'ils sont toujours entraînés principe par de le match. Continuité de Par contre, stimulation. pour ceux qui jouent moins, bah aujourd'hui, tu n'y arrives pas. Voilà. Et ça, c'est une problématique qu'il faut contrer. Et je pense qu'une des pistes, c'est d'avoir des compensations avec plus de joueurs. Aujourd'hui, dans les staffs, dans les effectifs pro, tu tournes à peu près à 25 joueurs. Bah, tu en as toujours une quinzaine qui vont jouer. Tu as tes blessés. Ça veut dire que tu te retrouves avec au mieux 10 joueurs en compensation. Bah, 10 joueurs, tu vas pas faire un 10 contre 10. Non. Donc pour ça, avoir des joueurs de post-formation qui sont capables de venir compléter l'effectif pour aller sur des grands jeux, sur des oppositions, pour reproduire le match, je pense que d'après le principe de spécificité, il n'y a rien de mieux que faire des matchs. Non, c'est clair. Donc, encore une fois, la prépa, c'est simple. Mais ce qui est dur, c'est de rester simple. Et dans le contexte. Donc, voilà. Et ça, c'est une piste qu'on essaie d'explorer. Donc, c'est une partie du désentraînement. Voilà, c'est vrai que tu as raison. Mais on peut aller plus loin. Et en plus, je pense à un peu les interactions que j'ai avec mes anciens collaborateurs. J'en ai un Jérémy Fokpori, qui est clairement maintenant en Ligue 2. Et demain à Dunkerque, il y a Dorian Andebo en Ligue 2 aussi. Format vendredi. Donc, vendredi soir, tu joues. Des fois, tu rejoues le vendredi d'après. Donc, tu as toujours la question de comment tu organises la semaine. Et la plupart du temps, c'est samedi matin, on fait compensation et repos et récup. Et tu as le dimanche off parce que familial, etc., ces contraintes-là. Mais du coup, tu as l'aspect, tu perds un jour. Et tu as cette notion, des fois, de effectif assez réduit. Quand tu as un peu de blessé, etc., le samedi matin, moi, j'ai eu des retours. On est 3. On est 4. On en a un qui a un pépin, on peut pas forcer aujourd'hui, on est 4. Comment on arrive à stimuler peut-être un rework et scénario, peut-être avec vraiment cet aspect global de la charge, cognitif, contexte de chaos, etc. C'est plus dur. C'est plus dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le dissocié, ça reste la solution la plus simple. C'est la solution la plus simple, mais peut-être pas l'optimale. Il y a peut-être justement d'autres choses, comme tu as dit, à gonfler un peu les effectifs sur ces moments-là, avoir peut-être voir des trucs avec les réserves, etc. Mais si on veut vraiment aller chercher, justement, je pense, cette réserve-là et de enlever cette partie des entraînements, je pense qu'il faut aller vers ces méthodes où on vient augmenter les effectifs et on fait un entraînement au final qui vient se rapprocher le plus possible du match pour avoir... Bien sûr, mais c'est contraignant parce que ça veut dire qu'il faut être aligné avec la réserve. Et généralement, c'est la coordination. La réserve, ça joue souvent le samedi. Toi, en Ligue 1, tu vas jouer vendredi, samedi, dimanche. Déjà, tu décales tes planifs. Comment tu gères ça c'est très compliqué, comme tu l'as dit. C'est un vrai sujet. En Ligue 1, là, si on prend cette semaine, on a joué dimanche, on rejoue dimanche. La semaine prochaine, on joue vendredi.
Donc, on n'a que 5 jours. Ouais. Et après, on rejouera le dimanche. Ouais. Donc là, d'un coup, tu te retrouves à 9 jours. Ouais. Donc ça, c'est quotidien. C'est le contexte. Et c'est là qu'aussi, du coup, dans ton monitoring, comme on disait tout à l'heure, de comparer des choses qui sont comparables. Est-ce qu'une semaine où tu as 5 jours d'entraînement, ton J-3, tu vas le comparer avec ton J-3 quand tu as 7 ou 9 jours? Non, c'est pas la même chose. Oui. Donc c'est là que ton monitoring, il doit avoir des étages. Et tout ça, c'est complexe. Ouais. Et c'est là où c'est pas impossible, mais c'est complexe. L'œil, il va être extrêmement important dans... je connais un peu l'état de fatigue des joueurs. Je sors de mon J-3 en semaine courte. J'arrive à sentir, même si mes datas, elles sont peut-être 50% de ce qu'on fait sur des semaines longues, mais je sens qu'en fait, au final, il y a quand même quelque chose. Je vais aller voir un peu la fatigue. Ok, on arrive à 2-3 indicateurs, se dire, bon, on est quand même pas si loin. Même si, pour le coup, le GPS, il te dit que, ah ben non, aujourd'hui, c'était pas intense. En tout cas, t'as pas les zones voulues. Bien sûr, t'es obligé d'avoir cet œil-là parce que... Ouais. Et ça, pour le coup, peut-être que cette distinction entre le monde académique et le monde de terrain, aujourd'hui, c'est là qu'il y a une grosse divergence. Ouais. C'est que le monde académique a du mal à reconnaître l'expertise, l'expérience parfois. Et cet œil. Cet œil qui, aujourd'hui, quand on sort d'études, on a du mal à le concevoir. Ça. Parce que nous, on nous a appris qu'il y avait des chiffres, il y avait des données, et ça fonctionne comme ça. Ouais. Mais tu vois très vite que ton expérience, elle est... De toute façon, elle va fonctionner à partir du moment où aussi tu as l'autre côté. Bien sûr. Ça peut pas être indissociable. Mais comme tu dis, quand tu as des contextes de semaine qui sont totalement différents, tes données, tu peux pas t'appuyer dessus. Non. Tu pourras pas. Ouais, non. Donc il va falloir t'appuyer sur ton œil, sur ce que tu vois. Ouais. Et tu as des choses où il n'y a pas de données. Mais un mec qui revient de blessure, il est remplaçant pendant 2 mois, et d'un coup il vient de jouer 90 minutes. Ces données, elles sont bonnes. Ouais. Mais le mec, il n'a pas joué 90 minutes depuis combien de temps? Donc là, il est pressenti pour rejouer 90 minutes. Ouais. T'as pas besoin des données pour savoir que, ok, cette semaine, il va falloir qu'on fasse gaffe. Tu sais que la charge, elle est importante à ce moment-là pour lui. Et sa charge mentale, ça... Enfin, tu vois, la semaine dernière, on a un joueur de 17 ans qui fait son premier match en Ligue 1 et il l'a appris le matin même du match. Cette semaine, on a dit, ok, déjà, il n'y a rien autour des séances. Il n'y aura pas d'extra, il n'y aura pas de finition, il n'y aura pas de spé, il n'y aura pas de choses comme ça. Parce que c'est pas possible. Bah non. La charge mentale qu'il prend, émotionnellement, il n'est pas préparé à ça. Il se retrouve titulaire dans un match de Ligue 1 alors que... c'était pas et ça, on n'a pas de certitude que c'est le bon choix. Non. Ça se trouve, on aurait pu faire plus. Et donc, on perd du temps. Peut-être. Mais en même temps... Mais on n'aura jamais de certitude là-dessus. Donc, ça, c'est l'expérience des gens qui sont au club depuis longtemps, qui ont vécu dans ce monde-là depuis longtemps et qui disent, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un truc. Ouais. Totalement d'accord. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu développer? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait quand même un bon tour. Pas mal de choses, ouais. Mais merci beaucoup pour ce temps d'échange. Franchement, c'était très enrichissant. Mêler cette science-là à cet aspect terrain, moi, c'était quelque chose d'important. J'espère qu'on a réussi à transmettre un peu ce message-là et aussi de pousser peut-être dans ce sens-là, justement pour que cette structuration de la science autour du football notamment, elle puisse prendre un peu plus effet et se répandre un peu dans tout le milieu et le haut niveau. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.